dans les hautes montagnes des Blue Ridge, là où la brume du matin s'accroche aux sommets anciens comme des prières oubliées, un garçon de 12 ans nommé Mason Fletcher aperçut une bâche bleue battant désespérément au vent, juste au-dessus d'une petite cabane nichée dans la vallée. Sarah Williams, la propriétaire, luttait depuis des mois contre un toit qui fuyait. Ses économies s'étaient envolées une à une, comme les feuilles d'automne, et son espoir s'effritait à chaque nouvelle pluie qui s'infiltrait jusque dans la chambre de sa petite fille. Quand Mason frappa à sa porte, un vieux coffre à outils entre les mains, Sarah hésita. Ce n'était qu'un enfant, pensa-t-elle d'abord. Mais quelque chose dans ses yeux à un vert profond et tranquille, presque ancien, la força à suspendre son jugement. En quelques heures, elle le vit œuvrer avec une dextérité qui dépassait son âge. Ses mains fines se déplaçaient avec la précision d'un artisan expérimenté, martelant, ajustant, réparant comme s'il était né avec un marteau au poing et le savoir du bois inscrit dans ses paumes. Alors qu'il retirait les planches pourries du toit, Mason découvrit un paquet de lettres anciennes, jaunies par le temps, dissimulées dans les murs. Le nom inscrit sur les enveloppes fit sursauter Sarah, elles étaient adressées à sa défunte grand-mère. Ces lettres contenaient des confidences qu'aucun membre de la famille n'avait jamais révélées, une vérité enfouie depuis des décennies, prête à bouleverser tout ce que Sarah croyait savoir de ses origines. Ce que Mason venait de trouver n'était pas seulement la clé pour réparer un toit. C'était la clé pour guérir un cœur brisé. Mais comment un garçon de 12 ans pouvait-il manier les outils et comprendre les structures avec une telle maîtrise, surpassant parfois même les artisans les plus chevronnés? Ce mystère allait bientôt se mêler à d'autres révélations. Ce matin-là, Mason s'était levé avant l'aube. Dans la petite cabane qu'il partageait avec son grand-père Joe Fletcher, l'air sentait le pain et la sueur. Le vieil homme était déjà dehors, sans doute occupé à vérifier ses pièges ou à entretenir le potager qui assurait leur subsistance durant les hivers rudes de la montagne. Mason enfila son jean élimé et sa chemise en flanelle, qu'il portait depuis 3 jours déjà. L'argent manquait, mais son grand-père répétait souvent. On est riche dans les choses qui comptent. On a nos mains, notre courage, et ces montagnes pour veiller sur nous. Sur la table de bois brut, il prit une pomme, croqua dedans, puis sortit sur le perron. L'air vif du matin caressait sa peau. L'été résistait encore, mais l'automne pointait déjà dans les feuillages dorés. De leur position en hauteur, Mason voyait toute la vallée s'étendre sous un voile de brume argentée. C'est alors qu'il la remarqua, la bâche bleue, agitée par le vent comme un drapeau de détresse. La cabane, il l'avait déjà vue blottie entre 2 chênes géants, avec parfois un mince filet de fumée s'échappant de sa cheminée. Mais aujourd'hui, la scène avait quelque chose d'urgent. Le toit semblait prêt à céder, la bâche s'arrachant par endroits sous la bourrasque. Dans son esprit, la voix grave de son grand-père résonna. « Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, fiston, tu t'arrêtes pas. Les Fletcher, ils aident. Toujours. » Sans réfléchir davantage, Mason rentra, attrapa le vieux coffre à outils de la famille, un lourd coffret en chêne, poli par 3 générations de mains calleuses. Ses bras tremblaient sous le poids, mais il ne fléchit pas. Il connaissait bien chacun de ses outils, le marteau de Joe, le rabot de son arrière-grand-père, les clous soigneusement triés par taille dans de petits bocaux. Ces outils ont une âme, disait souvent Joe. Ils se souviennent de ceux qui ont réparé le monde avec eux. Le sentier qui descendait la montagne était long et glissant de rosée. Le craquement des feuilles mortes sous ses bottes rythmait ses pensées. En approchant de la cabane, il entendit des voix à l'intérieur, une femme, fatiguée, et une petite fille. Il s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration, puis frappa. Sarah Williams ouvrit la porte. Elle paraissait plus jeune qu'il ne l'aurait cru, à peine 30 ans, peut-être moins. Ses cheveux bruns étaient noués à la hâte, et des cernes violacées soulignaient ses yeux clairs. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle en jetant un regard perplexe vers le coffre d'outils. « Mahem, je suis Mason Fletcher. J'habite là-haut, sur la crête, dit-il en désignant la montagne. J'ai vu que votre toit avait besoin d'être réparé. Je peux vous aider. » Une petite tête aux nattes brunes apparut derrière les jambes de sa mère, Emma, sa fille, curieuse et silencieuse. Sarah esquissa un sourire triste. « C'est gentil, petit. Mais j'ai déjà essayé. » « Ce n'est pas une bâche comme ça qui tiendra au prochain orage, » l'interrompit doucement Mason. Son ton n'avait rien d'insolent. Il parlait simplement, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui comprend ce qu'il dit. Sarah suivit son regard vers la toiture. Les coins de la bâche claquaient comme un avertissement. Elle se rappela les 3 entrepreneurs qu'elle avait contactés, le premier n'avait jamais rappelé, le second avait exigé une somme exorbitante,
et le troisième avait ri quand elle avait évoqué un paiement en plusieurs fois. « Je n'ai pas d'argent, murmura-t-elle. « Je n'en veux pas, répondit Mason. « J'ai besoin d'aider. » Ces mots, si simples, la frappèrent en plein cœur. Il y avait dans son regard une gravité qui semblait venir d'un autre âge. Alors, elle céda. « Très bien, entre. Je m'appelle Sarah, et voici ma fille, Emma. » « Enchanté, dit Mason en posant son coffre. « Voyons ce qu'on peut faire. » Le lendemain, la pluie s'était invitée au petit matin, fine mais persistante. Sarah se tenait près de la fenêtre, un mug de café chaud entre les mains. Les gouttes glissaient sur la vitre comme des larmes silencieuses. Au-dessus d'elle, elle entendait déjà le plip-plop familier, l'eau s'infiltrait encore à travers les tuiles abîmées, tombant dans les seaux qu'elle avait stratégiquement disposés dans la chambre d'Emma. 3 mois de retard sur l'hypothèque. L'avis d'expulsion trônait sur le comptoir, plié, froissé, mais bien réel. Chaque fois qu'elle posait les yeux dessus, une angoisse glaciale lui serrait la poitrine. Elle avait tout essayé. Les devis, les appels, les suppliques. Rien n'y faisait. Et puis, à 8 heures précises, comme il l'avait promis, on frappa à la porte. Sarah ouvrit, Mason se tenait sur le perron, trempé par la pluie, un plan dessiné à la main dans une main, le coffre rouge dans l'autre. Ses cheveux blonds, collés à son front, dégageaient une détermination presque surnaturelle. « Bonjour, Miss Sarah. J'ai apporté mes outils, et un plan. » Elle regarda le papier. Des traits précis, des angles calculés, des annotations soignées, il avait esquissé la structure complète du toit. « Puis-je monter voir » demanda-t-il calmement. Sarah resta un instant muette. Ce garçon semblait sortir d'un autre temps. Sa voix avait la douceur du bois poli, mais son regard portait la force des montagnes. Elle s'écarta, presque sans réfléchir. « Mon père disait toujours, » murmura-t-elle, « qu'on ne peut pas résoudre un problème sans d'abord le comprendre entièrement. » Mason hocha la tête. « C'est aussi ce que dit mon grand-père. » La pluie tomba plus fort, martelant la tôle du seau dans la chambre d'Emma. Pendant ce temps, Mason grimpait déjà sur le toit, ses mouvements précis, sûrs, calculés. Sarah l'observait depuis la fenêtre, partagée entre admiration et inquiétude. Il ne tremblait pas, même quand une rafale plus violente manqua de le déséquilibrer. Sous ses doigts, chaque planche semblait retrouver vie, chaque clou trouvait exactement sa place. Et puis, soudain, il s'arrêta. Quelque chose, dans le coin du grenier, attira son attention. Il écarta les planches humides, plongea la main dans une cavité et en retira une petite boîte en fer, scellée par le temps. Quand il la posa sur la table de cuisine, Sarah sentit son cœur battre plus vite. Les lettres, liées par un ruban effiloché, portaient le nom de Margaret Ellison, sa grand-mère morte bien avant sa naissance. En ouvrant la première, l'encre à demi effacée révéla des mots empreints d'amour et de douleur. Une correspondance secrète entre Margaret et un homme que personne n'avait jamais mentionné. À travers ces lettres, Sarah découvrit un passé que sa famille avait voulu effacer, un amour interdit, une promesse trahie, et un héritage moral bien plus vaste que toute fortune. Elle lut pendant des heures, oubliant la pluie, oubliant tout. Quand elle leva les yeux, Mason la regardait en silence, un léger sourire au coin des lèvres. Parfois, dit-il simplement, les maisons cachent des histoires qu'elles veulent qu'on découvre pour pouvoir respirer de nouveau. Sarah sentit ses larmes couler, mais cette fois, ce n'était plus de tristesse. Le toit serait réparé, oui. Mais plus encore, son âme aussi venait d'être remise à neuf planche après planche, souvenir après souvenir. Et dans ce coin de montagne, sous la brume du matin, un lien invisible venait de se tisser entre un garçon et une femme, entre le passé et le présent, entre la douleur et la guérison. Parce que parfois, il suffit d'un enfant, d'un marteau, et d'un cœur pur pour rebâtir ce que la vie avait brisé. Le secret sous le toit. Il montait déjà l'escalier, ses vieilles baskets ne faisant aucun bruit sur les marches en bois. C'est lui qui m'a tout appris, avant de mourir, dit-il simplement. Sarah eut un léger sursaut. La façon presque désinvolte dont le garçon évoquait la mort de son père la troubla profondément. Sans rien dire, elle le suivit à l'étage, observant ce garçon de 12 ans se déplacer dans sa maison avec une étrange familiarité empreinte de respect. Il contournait les seaux débordant d'eau et évitait les serviettes qu'elle avait étalées sur le plancher trempé. Dans la chambre, Mason s'arrêta juste sous la fuite la plus grave. Il leva les yeux vers le plafond taché d'humidité, l'air concentré d'un détective examinant une scène d'enquête. D'un geste assuré,
il sortit de sa poche une petite lampe de poche et en dirigea le faisceau vers la zone endommagée. Le problème ne vient pas seulement des bardeaux, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Il y a quelque chose qui cloche dans la structure de soutien. Il désigna un endroit précis. Regardez, là. Vous voyez comme le plafond s'affaisse? Ce n'est pas un simple affaissement du haut temps. Sarah hocha la tête, elle l'avait bien remarqué, mais avait préféré l'ignorer. Comment tu sais tout ça? Demanda-t-elle. Le garçon haussa les épaules, mais elle vit passer dans son regard un mélange étrange de fierté et de tristesse. Mon père était entrepreneur avant de tomber malade, répondit-il. J'ai travaillé avec lui tous les étés depuis mes 7 ans. Il disait que j'avais de bons instincts. Il disparut alors dans le petit placard du couloir. Sarah l'entendit déplacer des objets avant qu'il ne demande. Miss Sarah, vous avez une échelle? Je dois vérifier l'accès au grenier. 20 minutes plus tard, Mason ressortit de l'ouverture étroite du grenier, couvert de poussière et de toiles d'araignée, les yeux brillants d'une excitation qu'il tentait à peine de contenir. Dans ses mains, il tenait un petit paquet enveloppé de cuir, usé par le temps, comme s'il avait dormi là-haut pendant des décennies. J'ai trouvé votre vrai problème, dit-il en posant délicatement l'objet sur la commode. Quelqu'un a fait des réparations il y a longtemps, mais ils ont coupé une poutre porteuse. C'est pour ça que le toit s'effondre. Il marqua une pause, les yeux fixés sur le paquet. Mais j'ai aussi trouvé ça. C'était coincé dans l'isolation, exactement à l'endroit où le bois est le plus abîmé. Comme si quelqu'un l'avait caché là exprès. Sarah s'approcha avec prudence. Le cuir sombre, craquelé par les années, était noué par un vieux lacet usé. Son cœur battait plus vite, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. On l'ouvre, demanda Mason d'une voix presque chuchotée. Les doigts de Sarah tremblaient tandis qu'elle défaisait le nœud. Le cuir s'ouvrit et laissa apparaître un petit assemblage d'objets énigmatiques, une pile de vieilles photographies, une clé en laiton terni, plusieurs lettres soigneusement pliées et une minuscule sculpture en bois représentant un oiseau. La première photo lui coupa le souffle. On y voyait une jeune femme debout devant cette même maison mais la demeure semblait différente, plus élégante, avec des moulures raffinées autour des fenêtres et un porche orné qui n'existait plus. La femme portait une robe typique des années 1950 et possédait les mêmes cheveux sombres et les mêmes yeux bruns que Sarah. On dirait vous, souffla Mason, admiratif. Sarah retourna la photo. Au dos, une écriture à l'encre bleue, à moitié effacée, disait Eleanor Whitmore, 1953. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé ce qu'ils ont voulu cacher. Sarah sentit un frisson remonter le long de son dos. Whitmore? C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère, murmura-t-elle. Ma mère ne parlait jamais de sa famille. Elle disait qu'ils étaient tous morts. Mason attrapa une des lettres, son enveloppe jaunie par le temps. Regardez l'adresse, dit-il. Sarah se pencha. L'enveloppe était adressée à Eleanor Whitmore, à cette même maison, avec un expéditeur nommé Hartwell Mining Company. Dehors, la pluie continuait de tomber à travers le toit abîmé, mais soudain, les soucis d'argent de Sarah semblèrent n'être que des ombres pâles comparés à ce mystère qui venait de surgir du passé. Quelques heures plus tard, à 18h47, Sarah gara sa vieille Honda dans l'allée, épuisée jusqu'à l'os. Sa journée au restaurant avait été infernale, 2 serveuses absentes et un autocar rempli de touristes exigeants. Ses pieds la brûlaient, son uniforme empestait le gras et le café, et tout ce qu'elle désirait, c'était une tasse de thé et le silence. Mais à peine eut-elle refermé la portière qu'un bruit familier la figea. Des coups de marteau. Quelqu'un travaillait sur son toit. Le cœur battant, elle leva la tête. À contre-jour du soleil couchant, une silhouette frêle se découpait sur les bardeaux usés, se déplaçant avec une assurance déconcertante. La panique la saisit jusqu'à ce qu'elle reconnaisse la chemise à carreaux d'occasion et la tignasse brune en bataille. « Mason !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais là-haut » Le martèlement s'arrêta. Le garçon passa la tête au-dessus du rebord du toit, essoufflé mais rayonnant. « Bonsoir, Miss Sarah. Je termine juste la partie la plus abîmée. » Il y avait des bardeaux desserrés qui laissaient passer l'eau. « Descends de là immédiatement. » Sarah lâcha son sac et ses clés sur les marches du porche, son instinct protecteur prenant le dessus. « C'est dangereux. »« Tout va bien, » répondit Mason. « Je fais attention. » Mais déjà, il redescendait par l'échelle qu'elle venait seulement de remarquer, adossée au mur. « J'ai fait ça plein de fois. »
ajouta-t-il fièrement. Lorsqu'il toucha enfin le sol, Sarah sentit un mélange d'agacement et de soulagement. Son esprit tournait à toute allure. D'où venait tout ce matériel? Des outils professionnels, des bardeaux, un vrai coffre de chantier, rien de ce qu'un enfant aurait dû posséder. Mason, lui, la regardait avec un large sourire, les joues tachées de poussière, le menton éraflé. Ses yeux verts brillaient d'une joie pure. « Tu ne peux pas grimper sur le toit de quelqu'un sans permission, dit-elle, adoucissant toutefois sa voix. D'où sort tout ça? Le garçon détourna le regard. J'avais déjà quelques outils, et j'ai demandé à Monsieur Peterson, du magasin de bricolage, s'il avait des bardeaux endommagés. Il me les a donnés gratuitement quand je lui ai expliqué pourquoi j'en avais besoin. Mason, commença-t-elle. Mais il parla avant qu'elle ne puisse continuer, les mots se bousculant dans sa bouche. Je sais que vous ne m'avez rien demandé, mais, hier, quand il s'est remis à pleuvoir, j'ai vu votre visage. Vous aviez l'air si inquiète. Vous travaillez tout le temps, et vous ne devriez pas en plus avoir peur que le toit vous tombe dessus. J'y ai pensé toute la journée à l'école. Je voulais juste vous aider. Il baissa la tête, traçant du pied un cercle sur le gravier. Sa sincérité fit monter les larmes aux yeux de Sarah. Depuis combien de temps personne ne lui avait offert de l'aide, simplement par bonté? Elle leva les yeux vers le toit. La bâche bleue qui la protégeait vaguement depuis des semaines avait disparu. À la place, s'étendait une section de tuiles neuves, posée avec une précision d'artisan. C'est du travail de pro, dit-elle lentement. Mason, où as-tu appris à faire ça? Une ombre passa dans le regard du garçon. Trop lourde pour un enfant. Mon père m'a appris, avant de partir. Et puis j'ai continué à m'entraîner. Sarah l'observa plus attentivement. Il y avait dans ses gestes, dans sa façon de manipuler les outils, une rigueur qu'on ne pouvait acquérir sans des années d'expérience. Elle avait grandi sur les chantiers où travaillait son propre père, elle savait reconnaître un vrai savoir-faire. « Tu veux me montrer ce que tu as fait là-haut » demanda-t-elle doucement. Les yeux de Mason s'illuminèrent. « Bien sûr. J'ai remplacé 8 bardeaux qui étaient fissurés ou complètement manquants. Et le solin autour de la cheminée? Il était desserré, alors je l'ai fixé. » Sarah l'écoutait, fascinée par la passion qui animait ce garçon de 12 ans. Il ne s'agissait plus d'un simple acte de gentillesse, c'était comme s'il avait trouvé dans ce travail une façon d'honorer la mémoire de son père, d'offrir à cette maison fatiguée un peu de dignité retrouvée. Elle posa une main sur son épaule, émue. « Merci, Mason. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. » Le garçon haussa timidement les épaules, rougissant. « C'est rien. » Mais Sarah savait que ce n'était pas rien. Ce geste, ce toit réparé, ces lettres découvertes dans le grenier et tout cela formait les premiers fils d'un destin qui liait désormais leur de vie. Car quelque part, dans les lettres d'Eleanor Whitmore, se cachait un secret prêt à bouleverser le passé. Et dans le cœur d'un enfant qui réparait les toits, battait la force tranquille d'un ange de montagne. Le secret sous le toit. Il y avait un endroit où la sous-couche du toit était à nu sans protection, exposée aux intempéries. Mason le montra du doigt, le regard sérieux. C'est sans doute de là que viennent la plupart de vos infiltrations, expliqua-t-il d'un ton calme, assuré, presque professionnel. Il parlait avec la confiance d'un homme 2 fois plus âgé que lui, employant des mots techniques que Sarah comprenait à peine. Tandis qu'il désignait les différentes zones du toit, décrivant son travail avec précision, elle se surprit à l'écouter fascinée. Derrière la maîtrise, pourtant, elle percevait quelque chose d'autre, une gravité silencieuse, un secret peut-être, dissimulé derrière ces mots choisis avec soin. Mason, dit-elle doucement, ce que tu fais est incroyable, mais promets-moi une chose. Ne monte plus jamais sur mon toit sans m'en parler avant. Son ton se fit plus tendre. J'ai eu peur, tu sais, quand je t'ai vu là-haut. Le garçon hocha la tête, les yeux baissés. Je te le promets, murmura-t-il. Je suis désolé de t'avoir fait peur. Et je refuse que tu me paies pour ça. Mais enfin, je tiens à te donner quelque chose, au moins pour le matériel. Non. Le vieux monsieur Peterson m'a tout donné. Tu te souviens? Les planches, les clous, tout ça, c'était gratuit. Je voulais juste aider. Sarah le regarda longuement. Devant elle se tenait un enfant d'à accent grave, peine 12 ans, la ceinture à outils trop grande pour son frêle corps, mais le regard rempli d'une détermination tranquille. Elle sentit quelque chose se desserrer en elle, une émotion ancienne, presque oubliée.
ce garçon lui offrait une forme de bonté simple, désintéressée, comme un souvenir venu d'un temps où la générosité n'attendait rien en retour. Le lendemain matin, il était là dès 7 heures précises, fidèle à sa promesse. Le soleil levant peignait la cour d'une lumière dorée. Mason portait une ceinture en cuir usée par le temps, comme une relique d'un autre âge. Elle appartenait à mon grand-père, expliqua-t-il en surprenant le regard curieux de Sarah. Maman dit que je suis le seul à savoir encore l'utiliser comme lui. Sarah lui tendit une tasse de chocolat chaud fumant, garnie de guimauve fondante. Ta mère ne t'en veut pas de passer ton samedi ici? Non. Elle travaille une double journée au dîner. Et puis, elle sait que je suis bon de mes mains. Sans attendre, il monta à l'échelle avec une agilité surprenante. Sarah retint son souffle, chaque fibre maternelle en elle lui criant de le faire redescendre. Mais Mason avançait sur le toit avec l'assurance d'un équilibriste. Les dégâts sont pires que je pensais, lança-t-il d'en haut, la voix pleine de gravité. Mais rien d'irréparable. La bonne nouvelle, c'est que votre toit a de sacrés bons os. On ne fait plus du bois comme ça aujourd'hui. Sarah plissa les yeux vers lui, gênée par la lumière du matin. Comment peux-tu le savoir? Écoutez le son, touchez le grain du bois. Il frappa doucement du poing sur une poutre exposée. Vous entendez? Ce bois raconte une histoire. Les gens qui ont construit cette maison voulaient qu'elle dure. Pendant plus d'une heure, Sarah resta fascinée par la minutie du garçon. Il n'agissait pas comme un enfant pressé de finir, mais comme un artisan habité par une mission. Chaque planche, chaque jointure passait sous ses doigts attentifs, comme s'il lisait le passé en braille. Parfois, il s'interrompait, fronçait les sourcils, observant un détail invisible à l'œil profane. Puis sa voix changea. Madame Chen? Vous devriez venir voir. Contre toute prudence, Sarah grimpa à son tour, les mains moites, le cœur battant. Mason était accroupi près d'une planche soulevée, le visage éclairé par une excitation contenue. Regardez. Sous la poussière, dans le bois, des lettres grossières mais profondes étaient gravées. Sarah se pencha, plissant les yeux. H+ML, 1987. Pour toujours. C'était il y a 35 ans, calcula Mason à voix basse. Pas si ancien, quelqu'un de vivant peut-être encore. Un frisson parcourut Sarah. Ce n'était pas le vent du matin. Elle se rappela que la maison venait d'une vente successorale. Le précédent propriétaire, lui avait-on dit, était mort sans héritier. Mais dans la précipitation de l'achat, elle n'avait pas cherché à en savoir plus. Probablement des ouvriers qui s'amusaient, tenta-t-elle de dire. Mais même elle n'y croyait pas vraiment. Mason souleva une autre planche, révélant d'autres mots, plus troublants encore. Notre endroit secret. Trouve la clé, là où le cœur se souvient. Cette fois, aucun des deux ne parla pendant quelques secondes. Le silence du matin les enveloppait. Ce n'est pas une blague d'ouvrier, murmura Mason. C'est un message. Un message. Sarah sentit son imagination s'enflammer. Un endroit secret. Une clé. La maison autour d'elle sembla soudain différente, comme si les murs retenaient leur souffle, gardant jalousement un secret ancien. Elle repensa à toutes ces nuits passées seule, juste sous ce toit, à écouter la pluie s'infiltrer, à lutter contre les factures, la solitude, l'épuisement, sans se douter qu'au-dessus d'elle, une autre histoire, une histoire d'amour peut-être, dormait dans le bois. On ferait mieux de refermer et d'oublier, dit-elle finalement, la voix tremblante. Mais même en prononçant ces mots, elle sut que c'était impossible. Le mystère avait déjà pris racine. Mason la regarda avec une intensité troublante, bien au-delà de son âge. Parfois, quand on répare quelque chose de brisé, on trouve quelque chose de précieux en dessous. Ces paroles la frappèrent comme une évidence. En moins de 24 heures, ce garçon avait vu plus de choses dans sa maison et peut-être dans sa ville qu'elle-même en 2 ans. Que penses-tu qu'on devrait faire? Demanda-t-elle, étonnée de s'en remettre à un enfant. Mason passa doucement le doigt sur les lettres gravées. Je crois qu'on devrait découvrir qui était H&ML et peut-être les aider à finir leur histoire. Ils restèrent là un moment, assis côte à côte sur le toit, baignés par le soleil montant. Deux âmes liées par la curiosité et cette certitude nouvelle, certaines découvertes peuvent tout changer. Le lendemain soir, la pluie avait enfin cessé quand Sarah rentra chez elle. Mais le mal était fait. Des taches sombres s'étendaient sur le plafond du salon, dessinant une carte irrégulière de ses échecs et de ses fatigues. 3 seaux trônaient à différents endroits,
recueillant l'eau qui tombait encore, goutte après goutte, dans le silence de la maison. Elle ôta ses chaussures de travail, les laissa tomber près de la porte et contempla les dégâts d'un regard las. La journée avait été une épreuve, 2 entretiens manqués, un crash informatique qui avait effacé des heures de travail, et pour couronner le tout, un courriel de son propriétaire lui rappelant qu'elle était responsable de l'entretien. Elle se sentait vidée, au bord des larmes. Puis, un léger coup résonna à la porte. Par le Judas, elle aperçut une silhouette familière petite, tenant une boîte à outils presque aussi grande que lui. « Mason » s'exclama-t-elle en ouvrant, stupéfaite. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Il est presque 7 heures. » Le garçon se redressa, la boîte pesant dans ses bras, le visage sérieux. « J'ai entendu Madame Peterson parler à ma mère d'accueil. Elle disait que vous aviez du mal à trouver quelqu'un pour réparer votre toit. » Sarah jeta un coup d'œil vers la maison des Peterson, où l'ancienne dame du voisinage faisait mine de désherber tout en observant discrètement la scène. Le réseau de commérage du quartier battait toujours des records de vitesse. Elle soupira, entre amusement et épuisement. « Et tu as décidé de venir m'aider, tout seul ? » ?»« Oui. Parce que je peux le faire. Et parce que personne d'autre ne le fera à temps, » répondit-il simplement. Dans cette réponse, il n'y avait ni arrogance ni bravade. Juste la sincérité d'un enfant qui avait trop vite grandi. Sarah sentit une émotion monter, un mélange d'admiration et de tristesse. Elle s'effaça, le laissa entrer. L'odeur du bois mouillé et du chocolat réchauffé emplissait encore la maison. Dehors, le vent jouait avec les branches, soulevant les dernières feuilles de l'automne. À l'intérieur, sous ce toit blessé mais plein de secrets, une histoire commençait, celle d'une femme au cœur fatigué et d'un garçon aux mains d'or. Il ne le savait pas encore, mais les mots gravés dans les poutres n'étaient qu'un premier indice. Leur quête allait les mener bien plus loin que les fissures d'un vieux toit. Elle les conduirait vers la mémoire même de la maison, là où le cœur se souvient. La maison des secrets. « C'est très gentil de ta part de t'inquiéter, mais je peux le réparer, » dit Mason en l'interrompant, avant d'ajouter précipitamment, « si tu veux bien, évidemment. Je sais que je ne suis qu'un gamin, mais je me débrouille vraiment bien avec les outils. » Vraiment bien. Il y avait dans sa voix quelque chose qui fit hésiter Sarah. Ce n'était pas la vantardise naïve d'un enfant cherchant à impressionner un adulte, c'était une assurance tranquille, presque professionnelle, celle de quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait. « Mason, mon chéri, la toiture, c'est dangereux, même pour les adultes. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je pourrais au moins regarder de l'intérieur. Parfois, on peut deviner le problème sans avoir besoin de monter sur le toit. » Sarah resta un instant silencieuse. L'expression pleine d'espoir dans les yeux du garçon lui rappela celle d'Emma quand elle essayait de la convaincre d'adopter chaque chat errant du voisinage. Contre sa raison, Sarah céda, elle soupira et se décala pour le laisser entrer. « D'accord. 5 minutes, pas plus. Et tu ne montes pas sur ce toit, c'est clair ?» Mason acquiesça vivement, souleva sa boîte à outils et franchit le seuil. Sarah fut surprise par la facilité avec laquelle il portait cette lourde caisse, on devinait que ce n'était pas la première fois qu'il s'en servait. Dans le salon, il posa ses outils, leva les yeux vers le plafond et observa les taches d'humidité avec une concentration presque troublante pour un garçon de son âge. Il suivit des yeux les filaments sombres qui couraient sur le plâtre, puis se déplaça lentement le long des murs, observant chaque coin où le plafond rencontrait la cloison. « La fuite n'est pas directement au-dessus de la tache la plus marquée, » dit-il, sa voix prenant un ton différent, plus analytique. L'eau doit probablement s'infiltrer près du coin nord-est et longer une poutre avant de s'écouler ici. Sarah cligna des yeux, abasourdie. « Comment peux-tu savoir ça ?» Mason sembla se retenir, conscient qu'il en disait peut-être trop. « J'ai déjà vu ce genre de choses. Mon père, enfin, il était. » Il s'interrompit, son regard s'assombrissant. « Ton père était entrepreneur ?» demanda doucement Sarah. « Quelque chose comme ça, » répondit-il d'une voix basse. « Est-ce que je peux jeter un œil à ton grenier ? » Je ne monterai pas, promis. Je veux juste voir si je peux repérer l'origine de la fuite. Sarah le conduisit jusqu'au placard du couloir où se trouvait l'échelle escamotable donnant accès au grenier. Mason se plaça sous la trappe, sortit de sa poche une petite lampe torche et dirigea le faisceau vers l'obscurité. Là, dit-il au bout d'un moment en pointant la lumière vers un angle. Regarde cette zone sombre sur l'isolant et la couleur du bois dans le coin, c'est typique d'un déplacement de bardeau, sûrement à cause du vent d'il y a 2 nuits. Quelques tuiles ont dû se soulever,
ou bien le solin autour du conduit d'aération s'est détaché. Sarah le fixait, bouche bée. Mason, comment sais-tu tout ça? Il abaissa la lampe et, soudain, son visage retrouva l'innocence de ses 12 ans. Je ne sais pas, je l'ai toujours su, je suppose. J'arrive à comprendre comment les choses fonctionnent, comment les réparer. C'est comme si, je voyais ce qui devrait être là, et ce qui ne l'est plus. Sarah sourit, émue. C'est un don, ça. Le garçon détourna les yeux. Ce n'est pas toujours un don, murmura-t-il. Parfois, voir ce qui est brisé te fait seulement prendre conscience de tout ce qu'il reste à réparer. Ces mots serrèrent le cœur de Sarah. Elle comprenait trop bien ce sentiment, celui d'être entourée de choses qui s'effondraient plus vite qu'on ne pouvait les réparer. Et, combien coûterait une réparation comme celle-là, demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. Mason réfléchit un instant. Les matériaux? Peut-être $40, si on sait où chercher. La main-d'œuvre, ça dépend de qui tu demandes. $40. Sarah pouvait peut-être réunir cette somme, à peine. Mais la main-d'œuvre, elle, coûterait au moins 10 fois plus. Je t'ai dit que je pouvais le réparer, reprit Mason doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Je sais que tu ne me crois pas encore, mais je peux le faire. L'après-midi déclinait, et la lumière du soleil s'étirait en longues bandes dorées sur la table de la cuisine. Sarah avait étalé devant elle les papiers jaunis qu'ils avaient découverts plus tôt. L'air sentait la poussière ancienne et le papier vieilli, un parfum de temps suspendu. Mason, assis à côté d'elle, manipulait chaque document avec une délicatesse presque révérencieuse. « Regarde celui-là » murmura Sarah en soulevant une feuille fragile. C'était une carte dessinée à la main, l'encre, jadis noire, avait viré au brun rouille, mais les lignes demeuraient nettes, précises. « C'est le plan de la maison, dit-elle, mais il y a des pièces indiquées ici qui n'existent pas. » Mason se pencha, les sourcils froncés. Peut-être qu'ils avaient prévu d'en construire d'autres. Mon père disait toujours que les vieilles maisons sont pleines de rêves qu'on n'a jamais terminés. Sarah sentit son cœur se serrer à cette mention du père. Mason parlait rarement de sa famille, et elle avait appris à ne pas insister. Elle reporta son attention sur la carte, un X y était tracé, juste à l'endroit où devait se trouver le sous-sol. Il y a quelque chose d'étrange, ajouta Mason en sortant un petit carnet relié de cuir. La couverture était craquelée, mais le fermoir en laiton tenait encore bon. Celui-ci était enveloppé dans une toile cirée. Quelqu'un voulait vraiment le protéger. Les doigts de Sarah tremblaient lorsqu'elle ouvrit le journal. Sur la première page, une inscription élégante. Propriété d'Elizabeth Hartwell, 1943. Juste en dessous, d'une autre écriture, plus nerveuse. Pour ceux qui viendront après, la vérité doit être préservée. Hartwell, répéta Sarah, songeuse. C'est le nom que j'ai vu sur les transferts de propriété quand j'ai acheté la maison. Mais je croyais que la famille avait disparu depuis longtemps. Mason tournait déjà les pages, ses yeux brillants d'excitation. Sarah, tu dois lire ça. C'est à propos de choses cachées. Et d'un homme nommé James. Sarah prit le journal et commença à lire à haute voix. 15 septembre 1943. James est rentré du chantier naval aujourd'hui, le visage grave. Les contrats gouvernementaux qu'il examine renferment des anomalies qui l'inquiètent profondément. Il pense que quelqu'un détourne des matériaux destinés à l'effort de guerre. J'ai peur pour lui s'il dénonce ce qu'il a découvert. L'effort de guerre, demanda Mason. Tu crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça ne peut être que ça, répondit Sarah en tournant la page. 2 octobre 1943. James a rassemblé des preuves du réseau de détournement. Des milliers de dollars de matériel volé, empêchant nos navires de partir au front. Il a caché les documents là où moi seul penserais à chercher, derrière la planche branlante près de la fenêtre de la cuisine. Si quelque chose lui arrive, je devrais veiller à ce que justice soit faite. Mason bondit de sa chaise. La planche branlante. C'est exactement là qu'on a trouvé tout ça. Mais Sarah, si ce James essayait de dénoncer des criminels, il courait un vrai danger. Sarah continua de lire, la gorge serrée. Chaque page semblait trembler entre ses doigts. 20 octobre 1943. James ne rentre plus du travail. La police prétend qu'il a disparu sans laisser de traces, mais je sais qu'ils l'ont retrouvé. J'ai scellé ses preuves dans la cachette et ajouté mes propres observations. Quelqu'un doit connaître la vérité,
même si cela prend des décennies. Un frisson parcourut Sarah malgré la chaleur de la pièce. Le silence s'installa, seulement troublé par le bruit lointain du vent contre les vitres. Mason faisait les 100 pas, absorbé dans ses pensées. Si c'est vrai, murmura-t-il, ces papiers, ce journal, c'est peut-être la clé pour résoudre un vieux crime. Sarah leva les yeux vers lui. Dans le visage juvénile du garçon, elle vit l'ombre d'un adulte en devenir, un esprit avide de comprendre, un cœur déjà marqué par la perte. « Tu crois que James et Elizabeth ont caché d'autres choses ?» demanda-t-elle. Mason hocha la tête lentement. « Si j'avais peur qu'on découvre quelque chose que j'essayais de protéger, je ne mettrais pas tout au même endroit. » Le soleil déclinait, projetant à travers la fenêtre des reflets ambrés sur les papiers anciens. Le passé et le présent semblaient se mêler dans la petite cuisine, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Sarah ferma doucement le journal. « Alors, on continue les recherches demain. » Mason sourit, un sourire timide mais lumineux. « D'accord. Mais promets-moi une chose, si on trouve encore des secrets dans cette maison, tu ne les garderas pas pour toi seul. » Sarah hésita, touchée par la gravité de sa voix. « Je te le promets. » Et pendant un instant, dans le silence du crépuscule, la maison sembla apaiser son vieux soupir. Les murs, témoins muets de tant d'histoires, semblaient reconnaître que la vérité, enfin, commençait à remonter à la surface. Le journal d'Helena. Alors ce James a disparu parce qu'il avait découvert des vols de matériel de guerre, et Elizabeth a caché toutes ses preuves dans notre mur, murmura Mason, les yeux grands ouverts. Sarah sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une pierre trop lourde à porter. Mason, si tout cela est vrai, si ces documents prouvent ce qu'elle affirme, alors, peut-être qu'on peut enfin rendre justice à James. Le garçon hocha la tête, son visage éclairé par la pureté d'une conviction enfantine. Même si c'est vraiment, vraiment tard, répondit-il simplement. Sarah observa ce garçon qui, quelques jours plus tôt, n'était qu'un étranger venu frapper à sa porte. Il n'était plus seulement ce voisin serviable au grand cœur, il était devenu un partenaire de quête, un allié inattendu dans un mystère demeuré enfoui depuis plus de 70 ans. Elle tourna les dernières pages du vieux carnet. « Il y a encore quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. Elizabeth écrit qu'elle a fait des copies de tous les documents et qu'elle les a cachés à différents endroits de la maison. Elle craignait que les preuves soient détruites si quelqu'un venait les chercher. » Les yeux de Mason s'illuminèrent. Alors, il pourrait y avoir encore d'autres choses cachées. Sarah referma le journal avec précaution. Peut-être, mais si on décide d'aller plus loin, il faut être prudent. Ces gens étaient dangereux à l'époque. Et certaines familles, certaines entreprises pourraient encore avoir quelque chose à perdre aujourd'hui. Le garçon la regarda, son regard plein d'une résolution tranquille. Mais on doit essayer, non? Pour James et pour Elizabeth? Sarah plongea dans ses yeux pleins de confiance, et sut aussitôt qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Le lendemain matin, la lumière douce du jour filtrait à travers la fenêtre de la cuisine. Le café fumait dans sa tasse, intact. Le vieux journal d'Elizabeth reposait devant elle, plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Mason était arrivé tôt, sa boîte à outils posée près de la porte, mais aucun des deux n'avait trouvé les mots pour parler de ce qu'ils avaient découvert la veille dans le grenier. « Je n'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit », dit enfin Sarah, en caressant la couverture usée du carnet. « Une partie de moi a envie de l'ouvrir et une autre a peur. C'est comme violer l'intimité de quelqu'un, même s'ils sont probablement morts depuis longtemps. » Mason tira une chaise et s'assit face à elle, le visage grave dans la lumière matinale. « Mon père disait toujours que parfois, le passé nous tend la main pour une raison. Peut-être que la personne qui a écrit là-dedans voulait qu'on le trouve un jour. » Sarah le fixa avec étonnement. « Quand es-tu devenu si philosophe ?» Il haussa les épaules, esquissant un sourire timide. « Quand tu passes beaucoup de temps seul, tu réfléchis à des choses. » Elle ouvrit alors le journal avec précaution. La reliure grinça, fragile. Sur la première page, une écriture fine, élégante, légèrement délavée par le temps. La date fit sursauter Sarah, 15 juin 1987. « C'est l'année où cette maison a été construite, murmura-t-elle. Mason se pencha, fasciné, tandis qu'elle commençait à lire à voix haute. « Aujourd'hui, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, sur Maple Street. Robert dit que ce sera notre nouveau départ, loin des regards en coin et des murmures. Je veux le croire, mais certains secrets nous suivent, peu importe la distance.
Les pages suivantes révélaient le nom de l'auteur, Elena Castellano. Elle espérait que cette petite ville serait le refuge qu'elle et son mari cherchaient désespérément. Chaque entrée brossait le portrait d'une femme tentant de reconstruire une vie normale tout en portant un fardeau invisible. Mason interrompit sa lecture, pointant une page datée de 3 mois plus tard. « Regarde celle-là. » Sarah lut en silence, puis blêmit. « Qu'est-ce qu'elle dit » demanda Mason, inquiet. La voix de Sarah se fit à peine un souffle. Elle était enceinte. Le garçon resta figé. Sarah poursuivit, la gorge serrée. Elle écrit qu'elle est terrifiée. Robert ne sait pas encore. Et, elle dit que le père... Sa voix se brisa. Le père est le frère de Robert. Elle a été agressée lors d'une réunion de famille. Personne ne l'a cru. C'est pour ça qu'ils ont déménagé ici. Le silence s'abattit dans la cuisine, rythmé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Mason, ému, posa doucement sa main sur le bras de Sarah. « Tu n'es pas obligé de continuer si c'est trop dur. » Mais Sarah secoua la tête et tourna une autre page. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Les mots d'Elena semblaient l'appeler, lui confier un secret que personne n'avait jamais entendu. Elle découvrit le journal d'une femme déchirée entre la vérité et la survie, qui racontait sa grossesse dans la peur constante que la naissance du bébé trahisse son secret. Robert croit que l'enfant est né prématuré. Mais moi, je sais la vérité. Je compte les jours, je redoute les regards. Si quelqu'un fait le calcul, tout sera perdu. Sarah leva les yeux. Elle a tout consigné, ses angoisses, ses précautions. Elle parle de cacher des papiers, des photos, des preuves dans le grenier, pour protéger son fils. Mason se leva pour lire par-dessus son épaule. Les pages suivantes retraçaient plusieurs années de la vie d'Elena, son amour inconditionnel pour son fils, sa volonté de lui offrir une enfance normale malgré les ombres de sa conception. Elle écrivait aussi sur le travail de Robert au moulin à bois, leur tentative pour se faire accepter dans la communauté, la peur tenace que leur passé les rattrape un jour. Puis soudain, plus rien. Les entrées s'arrêtaient net. La dernière datait du 3 décembre 1991. « Qu'est-ce qui leur est arrivé » demanda Mason, anxieux. Sarah tourna les dernières pages, elles étaient blanches, sauf la toute dernière. Là, dans une écriture masculine, pressée, un seul paragraphe. « Elena est morte ce soir, dans l'accident. Je ne peux plus rester ici. Chaque mur me rappelle son visage. J'emmène Miguel vivre chez ma sœur, en Californie. Un jour, peut-être, il voudra savoir la vérité sur le courage de sa mère. Si quelqu'un trouve ceci, sachez qu'Elena Castellano était la femme la plus brave que j'ai jamais connue. Elle méritait bien mieux que ce que la vie lui a donné. Robert. » Sarah referma le journal avec douceur, le cœur serré, comme si elle venait d'assister aux funérailles de gens qu'elle n'avait jamais rencontrés mais qu'elle connaissait désormais intimement. Le silence s'étira, jusqu'à ce que Mason souffle. « Tu crois que Miguel est encore en vie ?» Sarah réfléchit. S'il avait quelques années quand sa mère est morte, il aurait, environ 33 ans aujourd'hui. Elle s'interrompit soudain, une idée folle traversant son esprit. « Attends. Le nom du contracteur qui m'a vendu cette maison, c'était Miguel Castano. Il m'a dit que sa famille avait vécu ici, qu'il l'avait héritée, mais qu'il ne pouvait pas la garder. » Mason la fixa, bouche bée. « Tu crois qu'on était censé trouver tout ça ?» Sarah frissonna. Le hasard semblait trop parfait. Le soleil du matin glissa à travers la fenêtre, dorant les contours de la table. Mason, concentré, mesurait les grains de café pour la vieille cafetière, ses gestes précis et réfléchis comme toujours. Chaque mouvement semblait chargé d'une gravité nouvelle. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte des photos cachées dans le grenier, mais ni l'un ni l'autre n'avait réussi à penser à autre chose. « Madame Chen, » murmura Mason, « est-ce que tu crois qu'Elena pourrait encore être vivante ?» Il avait repris l'habitude de l'appeler par son nom de famille quand il était nerveux, un détail qui serra le cœur de Sarah. « Je ne sais pas, mon chéri. Si elle vit encore, elle doit être très âgée maintenant. » Elle posa sa main sur celle du garçon. « Mais je crois que certaines histoires ne meurent jamais vraiment. Elles attendent simplement le bon moment, et les bonnes personnes, pour être racontées. » Mason sourit, un sourire timide mais porteur d'une lumière nouvelle. « Alors peut-être que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Pour la raconter. » Sarah sentit une chaleur douce envahir son cœur. « Oui, pensa-t-elle.
Peut-être que certaines rencontres ne doivent rien au hasard. Épilogue. Ce jour-là, la pluie commença à tomber sur les montagnes, lente et régulière, comme un murmure venu d'un autre temps. Dans la maison de Maple Street, une femme et un garçon se tenaient côte à côte, les doigts tachés de poussière, le regard tourné vers les ombres du passé. Le vieux journal reposait ouvert sur la table, ses pages pleines de douleur et de courage, mais aussi d'amour, un amour assez fort pour traverser les décennies. Sarah prit une profonde inspiration. Mason, on va découvrir toute la vérité. Pas seulement pour eux, mais aussi pour nous. Le garçon hocha la tête. Alors on commence par où? Par écouter ce que la maison a encore à nous dire, répondit-elle. Et dans le silence qui suivit, on aurait juré entendre, à travers le bruissement du vent et la pluie sur le toit réparé, la voix d'Elena Castellano chuchoter. Le secret d'Eleanor. Sarah tira doucement de l'enveloppe manie les vieilles photographies qu'elle y gardait précieusement depuis des semaines. Sur le papier jauni, un visage lui souriait depuis un autre siècle, celui d'Eleanor Morrison, jeune et radieuse dans sa robe de mariée, en 1952. La lumière semblait encore danser sur ses yeux, comme si le temps n'avait pas réussi à effacer son éclat. On pourrait essayer d'en savoir plus, souffla Sarah, la voix tremblante d'un mélange d'espoir et d'appréhension. Mason leva aussitôt la tête, les yeux brillants de la même flamme qu'elle avait vue ce jour-là, quand il avait remarqué les bardeaux mal fixés sur son toit. « Comment » demanda-t-il. Sarah y avait pensé toute la nuit, hésitant entre la curiosité et la peur d'être déçue. La bibliothèque municipale garde des archives, des journaux d'époque. Nous pourrions commencer là-bas. La bibliothèque de Millbrook, majestueuse et austère sur la rue principale, ressemblait à une vieille dame qui avait traversé le siècle. Sa façade de briques rouges portait les rides du temps, mais aussi la dignité tranquille des lieux qui gardent la mémoire. À l'intérieur, une odeur de papier ancien et de colle les enveloppa aussitôt, un parfum rassurant, presque domestique, comme si chaque livre respirait doucement dans la pénombre. Madame Patterson, la bibliothécaire en chef, leva des yeux curieux derrière ses lunettes ovales lorsque Sarah expliqua leurs recherches. « Eleanor Morrison » répéta-t-elle lentement. « Ce nom me dit quelque chose. » Ses doigts ornés de bagues d'argent tambourinèrent doucement sur le comptoir, un cliquetis régulier qui semblait réveiller sa mémoire. « De quelle période parlez-vous ? » Début des années 1950, peut-être jusqu'aux années 1960, répondit Sarah en lui montrant l'une des photos les plus nettes. Une lueur de reconnaissance traversa le visage de la vieille femme. « Ah oui. Eleanor Morrison. Suivez-moi. » Elle les mena à travers les rayonnages vers une salle climatisée où reposaient les archives locales. Dans les rayons, la poussière dansait dans les faisceaux dorés du soleil filtrant par les hautes fenêtres. Madame Patterson tira un épais volume relié de cuir, souffla sur la couverture et l'ouvrit à une page datée du 15 septembre 1963. « Je savais bien que je me souvenais de cette histoire, dit-elle. » Sarah sentit son souffle se suspendre. Sur la page, en noir et blanc, se trouvait la même jeune femme que sur ses photos, Eleanor au-dessus d'un titre qui lui fit froid dans le dos. Une femme du comté portée disparue après l'incendie de sa maison. Mason se pencha, son épaule frôlant le bras de Sarah. « Elle a disparu » murmura-t-il. Madame Patterson hocha gravement la tête. « Oui. C'était une histoire très commentée à l'époque. La maison d'Eleanor a brûlé jusqu'aux fondations. Elle n'a jamais été retrouvée. On a parlé d'un accident, mais certaines personnes doutaient qu'elle soit morte dans les flammes. » Sarah lut à voix haute. Madame Morrison a été vue pour la dernière fois le soir du 12 septembre. L'incendie s'est déclaré dans la nuit suivante. Aucune trace humaine n'a été découverte sur les lieux, laissant penser qu'elle aurait pu fuir avant la catastrophe. « Fuir » répéta Mason, la voix un peu cassée. « Pourquoi aurait-elle voulu s'enfuir » La bibliothécaire tira un autre volume et l'ouvrit à une date 2 semaines plus tard. Il y a eu des rumeurs sur son mari. Certains disaient qu'il n'était pas aussi aimable qu'il le paraissait. D'autres parlaient d'histoires d'argent, de dettes et d'ennemis. Sarah contempla la photo du bâtiment calciné, cherchant à y reconnaître les murs de la maison qu'elle habitait aujourd'hui. « Mais cette maison, elle est identique à celle-là, » murmura-t-elle. Madame Patterson acquiesça. Le frère d'Eleanor l'a reconstruite à l'identique. Les fondations avaient résisté à l'incendie, alors il a engagé des ouvriers et suivi les plans d'origine. Il espérait qu'elle reviendrait un jour. Il a entretenu la propriété pendant des décennies,
même après son départ en Floride, dans les années 80. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue une maison à louer. Un long silence s'installa. Mason semblait absorbé par ses pensées, puis il leva vers Sarah un regard décidé, le même qu'il avait lorsqu'il avait affronté les tuiles branlantes du toit. Alors, elle pourrait encore être vivante, quelque part. C'est possible, admit Madame Patterson. Mais si elle a survécu, elle aurait plus de 90 ans aujourd'hui. Ils passèrent encore une heure à copier des articles, à prendre des notes fébrilement. Au moment de partir, Madame Patterson posa doucement une main sur le bras de Sarah. « Ma chère, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. » Sarah sentit son cœur accélérer. Eleanor Morrison avait une fille. Une petite, 7 ou 8 ans à peine, quand tout cela est arrivé. « Et, qu'est-il advenu d'elle » demanda Sarah, la gorge serrée. « Elle a été confiée à de la famille, loin d'ici. Elle a été adoptée, a pris un autre nom. » Madame Patterson hésita, scrutant le visage de Sarah avec une curiosité nouvelle. « C'est étrange. Vous lui ressemblez tellement. Les mêmes pommettes, les mêmes yeux. » Sur le chemin du retour, ils marchèrent longtemps en silence. Mason faisait rouler des cailloux du bout du pied, tandis que Sarah, le regard perdu, laissait défiler 1000 hypothèses qu'elle n'osait encore formuler. Et si? Le soleil couchant enveloppait la maison d'une lumière orangée, soulignant la perfection troublante de sa reconstruction. Chaque brique semblait contenir une histoire, chaque ombre, un secret. Sarah sentit un frisson lui parcourir la nuque. Combien d'autres mystères dormaient encore dans ces murs? Le coffret. Le lendemain matin, la lumière dorée traversait la fenêtre de la cuisine, se posant sur la tasse fumante que Sarah tenait entre ses mains. Dans la cour, Mason mesurait méticuleusement des planches de bois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début des réparations du toit, et ce qui devait être un simple travail d'entretien avait pris une tournure inattendue, un chemin vers le passé. « Sarah. Regarde ce que j'ai trouvé. » La voix de Mason retentit derrière la porte. Il entra, haletant, les joues rouges d'excitation. Dans ses mains terreuses, il tenait une petite boîte métallique, ternie par les années, mais qui captait la lumière comme un trésor oublié. Sarah posa sa tasse, le cœur battant. « Où as-tu trouvé ça? » Coincé entre 2 poutres, tout au fond, là où les dégâts d'eau étaient les pires. J'ai failli ne pas la voir. Il déposa la boîte sur la table de la cuisine. Tous deux la fixèrent un moment, comme si elle pouvait livrer son secret d'elle-même. C'était un petit coffret, de la taille d'un écrin à bijoux, orné de gravures délicates à demi effacées. Le loquet de laiton, verdâtre d'oxydation, tenait encore bon. Sarah hésita, sa main flottant au-dessus du métal froid. « On l'ouvre » murmura-t-elle, sans savoir pourquoi elle avait chuchoté. Mason hocha la tête, les yeux brillants d'une ferveur respectueuse. Sarah appuya sur le loquet, un déclic, un soupir, et le couvercle se souleva sans résistance. À l'intérieur, sur un velours bleu passé, reposait un petit assemblage d'objets. Le premier attira aussitôt son regard, une photographie en noir et blanc, d'une clarté surprenante malgré les décennies. On y voyait une jeune femme debout devant leur maison, ses cheveux sombres coiffés en boucles victoriennes, une robe à décolleté en cœur typique des années 1940. Sarah sentit ses doigts trembler. Mon Dieu! La ressemblance était saisissante. C'était comme regarder son propre reflet à travers le temps. Sarah, murmura Mason. Elle te ressemble, tellement. Sous la photo reposait une pile de lettres, attachées par un ruban décoloré, et en dessous, une petite clé de laiton suspendue à une chaîne fine. Sarah prit la photo entre ses doigts tremblants et la retourna. Au dos, une écriture élégante. Eleanor Mitchell, 1943. J'attends le retour de mon amour. Eleanor, répéta Sarah à voix basse. Le propriétaire précédent, Monsieur Henderson, avait parlé d'elle, se souvint-elle. Il avait dit qu'elle avait vécu ici seule, des années durant. Mason détacha doucement l'un des courriers. Regarde, fit-il remarquer. Les cachets sont français. 1944, ces lettres viennent de l'étranger. Sarah sentit son esprit s'emballer. Les dates, les noms, les coïncidences. Était-il possible que cette femme, cette Eleanor, soit la même que celle disparue des décennies plus tard? Et surtout, qu'un lien invisible les unisse à travers le temps? Elle observa la clé, minuscule et dorée, brillant sous la lumière du matin. Quel secret pouvait-elle bien ouvrir?
Et dans le silence vibrant de la cuisine, alors que la poussière dansait dans l'air doré, Sarah comprit que le toit réparé n'était que le commencement. Ce que Mason venait de mettre au jour, c'était le cœur battant d'une histoire enfouie, un héritage d'amour, de disparition et de mémoire et peut-être, la vérité sur ses propres origines. La clé était ouvragée, ancienne, d'un métal terni par le temps, et sa forme singulière trahissait qu'elle devait ouvrir quelque chose d'important. Sarah la tenait entre ses doigts tremblants, fascinée par son poids et par l'histoire qu'elle semblait contenir. Mason, quand tu travaillais sur le toit, as-tu remarqué autre chose d'étrange? Des endroits qui semblaient cachés ou des dommages intentionnels, demanda-t-elle. Les yeux du garçon s'illuminèrent d'un éclat de compréhension. En fait, oui. Dans le grenier, il y a une partie du plancher qui ne ressemble pas au reste. Les planches sont différentes, comme si quelqu'un les avait remplacées à un moment donné. Ils se regardèrent en silence, et ce simple échange suffit. Quelques minutes plus tard, ils gravissaient les marches étroites menant au grenier, une lampe de poche dans une main et la clé serrée dans l'autre. L'air était étouffant sous les combles, chargé de chaleur et de poussière, mais ni l'un ni l'autre n'y prêta attention. Mason s'avança jusqu'à un coin où, effectivement, les planches du plancher semblaient plus récentes. « Regarde, dit-il en s'agenouillant. Ces planches sont différentes, et ici, il fit glisser ses doigts le long d'une rainure presque invisible, il y a un minuscule trou, juste assez grand pour une clé. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle inséra doucement la clé de laiton, elle tourna avec un déclic si léger qu'il résonna dans leurs oreilles comme une promesse. Ensemble, ils soulevèrent la section dissimulée du plancher. En dessous se trouvait un petit compartiment secret. À l'intérieur, un vieux journal en cuir, ses pages jaunies mais encore lisibles, reposait à côté de plusieurs photographies et de ce qui semblait être des documents officiels. Les mains tremblantes, Sarah prit le journal et l'ouvrit à la première page. Une écriture élégante, fine et déterminée, s'y déployait. Journal d'Elena Mitchell, un récit d'amour, de perte et d'espérance. Mason se pencha au-dessus de son épaule tandis qu'elle tournait délicatement les pages. Les entrées retraçaient la vie d'Elena pendant les années de guerre, son amour pour un soldat nommé James, leur fiançailles secrète avant son départ au front, les jours d'attente ponctués de labeur et d'inquiétude, le travail à l'usine pour soutenir l'effort de guerre, la gestion du foyer et des maigres finances. « Écoute ça », murmura Sarah en lisant à voix haute. 15 juin 1945. Toujours aucune nouvelle de James. Madame Patterson dit que je devrais abandonner l'espoir, mais je sais, au plus profond de moi, qu'il est vivant. J'ai caché nos trésors, au cas où il m'arriverait quelque chose. Un jour, quelqu'un les trouvera et saura que le véritable amour a existé dans cette maison. Mason, assis sur ses talons, fronça les sourcils, le visage grave. Sarah, et si ce n'était que le début? Comme en réponse à sa question, le regard de Sarah tomba sur la dernière page du journal. Une phrase, simple mais vibrante de mystère, y était inscrite. J'ai laissé des indices pour ceux qui sauront les trouver. L'histoire ne s'arrête pas ici. Sarah referma doucement le carnet. Leurs yeux se croisèrent, entre excitation et appréhension, ils comprirent qu'ils venaient de franchir un seuil invisible. Ce qu'ils avaient découvert dépassait de loin une simple réparation de toiture. Le lendemain matin, le soleil projetait de longues ombres sur le cimetière de la famille Hartwell. Sarah s'agenouilla devant la pierre tombale usée d'Eleanor Hartwell. Mason se tenait à ses côtés, serrant contre lui le journal en cuir qu'ils avaient trouvé la veille. L'émotion était palpable, presque tangible dans l'air calme du matin. Elle n'avait que 23 ans quand elle est morte, murmura Sarah, traçant les dates gravées du bout des doigts. Le même âge que moi quand j'ai eu Emma. Mason ouvrit précautionneusement le journal, effleurant les pages comme si elles pouvaient se briser sous son toucher. Regarde cette entrée, dit-il en montrant une page marquée d'une fleur séchée. Elle parle de cacher quelque chose de précieux pour les enfants à venir. Sarah lut à voix haute, la gorge serrée. La vérité doit être préservée, même si je crains de ne pas vivre assez longtemps pour la révéler. Thomas croit avoir détruit toutes les preuves de sa tromperie. Mais l'amour trouve toujours le moyen de protéger ce qui compte le plus. Une brise légère fit frémir les branches des vieux chênes. Sarah sentit une étrange proximité avec cette jeune femme qui, des décennies plus tôt, avait vécu sous le même toit, aimé, souffert, et laissé derrière elle un secret. Mason, et si c'était à nous de terminer ce qu'elle a commencé, demanda-t-elle. Les yeux du garçon brillèrent d'une détermination nouvelle. Elle parlait d'un autre indice, celui de la tour du clocher de l'église. On doit aller voir là-bas.
Ils quittèrent le cimetière et traversèrent la petite ville jusqu'à la vieille église presbytérienne, dont le clocher blanc dominait encore la vallée depuis plus d'un siècle. Le bâtiment, malgré ses murs écaillés, conservait une majesté tranquille. Alors qu'ils s'approchaient, la porte latérale s'ouvrit et le révérend Matthews en sortit. Son visage ridé s'éclaira d'un sourire bienveillant. « Sarah, Mason. Quelle surprise de vous voir ici ce matin. » Sarah échangea un regard avec Mason, puis prit une inspiration avant de se confier. « Révérend, nous avons découvert quelque chose qui pourrait être lié à l'histoire de l'Église. Serait-il possible d'accéder à la tour du clocher ?» Les sourcils du vieil homme se haussèrent, intrigués. « La tour du clocher, dites-vous ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est un endroit poussiéreux et les marches sont raides, mais je suppose qu'il n'y a pas de mal à jeter un œil. Que cherchez-vous exactement ? » Mason s'avança, les yeux pétillants. « Nous avons trouvé un journal appartenant à Elena Hartwell. Elle y mentionne qu'elle a caché quelque chose d'important en lien avec l'Église. » Elena Hartwell, oui, ce nom me dit quelque chose, répondit le révérend, songeur. D'après les anciens registres de l'Église, son histoire fut tragique. Morte très jeune, et il y eut, si je me souviens bien, un scandale autour de son mari. Allons donc voir ce que notre clocher a encore à révéler. Les marches en bois grinçaient sous leurs pas tandis qu'ils montaient prudemment. La poussière flottait dans les faisceaux de lumière qui traversaient les petites fenêtres. Tout en haut, la cloche monumentale occupait presque tout l'espace. L'air y sentait le métal et le bois ancien. Mason, fidèle à son instinct, se mit aussitôt à examiner les poutres et les coins de la pièce. « Si je voulais cacher quelque chose ici, murmura-t-il, je choisirais un endroit à l'abri du vent et de la pluie, mais accessible à celui qui saurait où regarder. » Sarah l'observait avec admiration. Ce garçon semblait lire les murs comme d'autres lisent un livre. Il passa lentement ses mains le long d'une poutre, puis d'une autre. « Ici » lança-t-il soudain. « Cette planche bouge différemment des autres. » Le révérend Matthews braqua sa lampe de poche sur l'endroit pendant que Mason, avec délicatesse, retirait la planche. Derrière, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvait un petit coffret métallique. Sarah sentit son cœur s'emballer. Mason déposa le coffret dans ses mains. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des lettres liées par un ruban bleu décoloré, un certificat de mariage, et une photographie, celle d'Elena tenant un bébé dans ses bras. Sarah écarquilla les yeux en lisant le document officiel. Ce n'est pas un certificat au nom d'Eleanor et de Thomas Hartwell, mais d'Elena et d'un certain James Morrison. Elle leva les yeux, bouleversée. Elle était déjà mariée. Son union avec Thomas n'a jamais été légale. Le révérend Matthews prit les papiers, son expression se figeant peu à peu dans un mélange de stupéfaction et de respect. « Cela change tout ce que nous pensions savoir sur la famille Hartwell, » dit-il lentement. Si Elena était mariée à James Morrison, alors Thomas n'avait aucun droit légitime sur le domaine. Mason, penché sur les lettres, en ouvrit une avec précaution. Son visage, concentré, s'éclaira au fur et à mesure qu'il déchiffrait les mots. « Celle-ci vient de James, dit-il. Il écrit qu'il revient de la guerre pour retrouver sa femme et son fils. »« Son fils ?» répéta Sarah, le souffle coupé. Un silence lourd s'abattit dans la petite pièce, brisé seulement par le lointain tintement d'une cloche que le vent faisait frémir. La vérité, dissimulée depuis des décennies, venait d'émerger, fragile et lumineuse. Sarah sentit ses mains trembler autour du coffret. L'air semblait vibrer d'une émotion ancienne, celle d'un amour brisé par la guerre et enseveli sous le poids du mensonge. Mason, les yeux grands ouverts, fixait la photo d'Elena et de son enfant. « Sarah, et si cet enfant ?» Elle hocha la tête avant qu'il ne termine sa phrase. « Je sais. Il faut comprendre ce qu'il est devenu. Ce n'est plus seulement une histoire ancienne. C'est aussi la nôtre, maintenant. » Le révérend Matthews les regardait, le visage grave mais adouci par une lueur d'espoir. « Peut-être que Dieu vous a choisi pour remettre cette vérité au jour, » murmura-t-il. Ce que l'amour avait voulu cacher, la justice vient de le révéler. Ils descendirent lentement les marches du clocher, le coffret serré contre eux. Dehors, le vent faisait carillonner les feuilles d'automne. Mason leva les yeux vers le ciel, le visage baigné de lumière. Sarah, quant à elle, sentit un mélange de paix et de promesse, la sensation d'avoir mis le pied sur un sentier ancien que d'autres avaient tracé avant elle, un chemin de vérité, d'amour et de rédemption.
Et dans son esprit résonnait encore la voix d'Elelanena, venue du fond du temps. L'histoire ne s'arrête pas ici. Sarah contempla de nouveau la photographie, mais cette fois, ses yeux la voyaient autrement. Le bébé dans les bras d'Eleanor, ce n'était plus un simple cliché jauni par le temps, c'était une révélation. Eleanor Morrison avait eu un enfant avec James Morrison. Mais qu'était-il advenu d'eux? Le visage du révérend se fit grave, empreint d'une compassion silencieuse. Selon les registres de l'Église, Eleanor serait morte d'une pneumonie. Quant à l'enfant, on dit qu'il est mort aussi. Sarah sentit son cœur se serrer. Pourtant, son instinct refusait d'y croire. Mais si ces documents sont authentiques, murmura-t-elle, alors l'enfant a peut-être survécu. Un silence lourd suivit. Le vent qui passait entre les vitraux du presbytère semblait chuchoter le secret d'une vie effacée de l'histoire. Et Thomas Hartwell, ajouta Sarah, aurait passé des décennies à dissimuler la vérité pour protéger sa revendication frauduleuse sur le domaine. Elle rassembla soigneusement les précieux papiers, consciente du poids invisible de la confiance qu'Eleanor, cette jeune mère courageuse, avait placée dans le futur. Sarah sentit ce poids descendre sur ses épaules comme un manteau d'héritage et de devoir. Cette femme avait risqué sa vie pour préserver la vérité, pour que, peut-être, un jour, justice soit rendue à sa mémoire et à celle de son enfant. Mason leva vers elle son visage sérieux, éclairé par une maturité bien au-delà de ses 12 ans. On doit découvrir ce qui est arrivé au bébé d'Eleanor, pas vrai? Sarah hocha la tête. Oui. Il n'avait plus le droit d'ignorer ce passé. Le lendemain matin, le soleil se levait lentement sur les collines de Géorgie. En se garant sur le gravier du chantier, Sarah sentit ses mains trembler légèrement sur le volant. Devant elle, le squelette du futur centre communautaire se dressait au-dessus de la terre rouge. C'était le moment. Le but vers lequel elle marchait depuis la découverte des documents dans son grenier, 3 semaines plus tôt. Mason était assis à côté d'elle, sa ceinture à outils déjà bouclée autour de sa taille malgré l'heure matinale. « Vous êtes sûre de vouloir faire ça, Miss Sarah » demanda-t-il d'une voix calme. Elle tourna la tête vers ce garçon qui était devenu bien plus qu'un voisin serviable. Dans son regard brillant d'intelligence et de loyauté, elle retrouva la même lumière qui, des semaines auparavant, l'avait poussée à lui ouvrir la porte de sa maison. Plus sûre que jamais, répondit-elle avec un sourire ému. On est ensemble dans cette aventure, tu te souviens? Ils descendirent de la voiture, et un homme à la barbe grisonnante s'approcha d'eux. Miss Chen, dit-il en lui tendant une main calleuse. Joe Brennan, le contremaître. Je dois dire, c'est une sacrée surprise. On cherchait à retrouver la famille Thompson depuis des mois. Sarah serra sa main avec assurance, puis sentit la présence solide de Mason à ses côtés lui donner du courage. Je suis désolée du délai, dit-elle. J'ai moi-même découvert récemment que j'étais la petite fille d'Harold Thompson. Joe hocha lentement la tête, intrigué. Son regard glissa sur Mason, remarquant les outils professionnels accrochés à sa ceinture. Et ce jeune homme? Je suis Mason Rodriguez, répondit le garçon avec aplomb. Le partenaire de construction de Miss Sarah. Joe eut un petit sourire, amusé par cette audace tranquille, mais ne fit aucun commentaire. Son regard s'attarda un instant sur les outils ceux-là même qui avaient autrefois appartenu à Harold Thompson, un détail que Sarah préféra garder secret pour l'instant. Bon, reprit Joe en se grattant la barbe, on a un problème ici. Le projet du centre communautaire était financé sur la base d'un bail de 20 ans avec la ville. Mais sans titre de propriété clair, tout est bloqué. La mairie menace de retirer son financement à la fin du mois si on ne règle pas la question rapidement. Sarah sentit son cœur battre à tout rompre. Vous voulez dire que le projet risque d'être annulé? Exactement. À moins qu'on prouve que cette terre vous appartient. Mason s'avança d'un pas, son regard brillant d'une détermination tranquille. Je peux voir les plans originaux, demanda-t-il soudain. Joe haussa un sourcil, surpris, mais accepta. Il les conduisit jusqu'à la caravane de chantier, où des plans et des dessins architecturaux couvraient chaque mur. Mason se pencha sur les feuilles avec la même concentration qu'il avait eue en réparant le toit de Sarah. Regardez ici, dit-il en désignant une section du plan. Les fondations ne suivent pas le drainage naturel. Mon grand-père disait toujours qu'il faut travailler avec la terre, pas contre elle. Sarah leva les yeux, saisie. C'était la première fois qu'il parlait de son grand-père. Elle avait deviné depuis longtemps que l'homme qui lui avait légué ses outils avait été plus qu'un simple artisan. Tu t'y connais en construction, on dirait, remarqua Joe.
Un peu, répondit Mason modestement. Mais je connais surtout cette terre. J'y ai grandi, je la parcours depuis que je sais marcher. Montre-moi. Pendant plus d'une heure, ils parcoururent ensemble le terrain. Mason montrait les moindres pentes, les sillons discrets où l'eau s'écoulait après la pluie, les endroits où le sol restait sec malgré l'humidité ambiante. Joe prenait des notes, posait des questions techniques auxquelles le garçon répondait avec une aisance déconcertante. Finalement, Joe rangea son carnet et se tourna vers Sarah. Ce gamin a raison. Si on déplace le bâtiment principal de 15 pieds vers l'est, on économisera des milliers de dollars en drainage. Et la structure sera plus stable. Sarah sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle regardait Mason expliquer sa logique, les gestes précis, les mots justes. Ce même garçon qui, 3 semaines plus tôt, cherchait simplement à aider son père à payer les factures, transformait maintenant l'avenir d'une communauté. Et maintenant, demanda-t-elle. Joe esquissa un large sourire. Maintenant, on fait en sorte que le titre de propriété soit à votre nom, on intègre ces changements, et on remet le chantier sur les rails. À condition, bien sûr, que vous acceptiez d'honorer le bail d'origine avec la ville. Sarah se tourna vers Mason. Il lui adressa un discret signe de tête, comme pour dire « Vas-y, c'est ton moment ». « Construisons quelque chose de beau », répondit-elle simplement. Le vent du matin portait l'odeur du bois fraîchement scié et de la promesse d'un nouveau départ. Sarah observa Mason, concentré sur une vieille boîte en bois qu'ils avaient découverte derrière une cloison dissimulée dans la maison. Ses doigts frôlaient les motifs gravés, comme s'il voulait en deviner l'histoire à travers le grain du bois. Le bois a été traité avec soin, murmura-t-il. C'est pour ça qu'il a aussi bien résisté. Celui qui l'a fabriqué savait exactement ce qu'il faisait. La serrure rouillée céda enfin dans un grincement doux. Sarah se pencha, retenant son souffle. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé, reposaient des documents, des photographies et ce qui ressemblait à des croquis architecturaux. Mais c'est le carnet en cuir posé au sommet qui fit battre son cœur plus fort. Mason le souleva avec précaution. Le soleil traversait la fenêtre de la cuisine, dessinant sur son visage une lumière dorée, presque irréelle. « C'est vous qui devriez l'ouvrir, dit-il doucement. Il vient de votre maison. » Sarah hésita, puis secoua la tête. « Non. On l'a trouvé ensemble. C'est toi qui dois le faire. » Le garçon hocha la tête et ouvrit lentement la couverture. Sur la première page, une écriture élégante apparaissait, brune et délavée. Les journaux de l'atelier de Thomas Whitmore, maître charpentier, 1952-1978. Whitmore, souffla Sarah. C'était la famille qui avait construit cette maison. Les pages suivantes révélaient des croquis de meubles, des plans détaillés, des notes sur des projets menés dans toute la région. Mais lorsqu'ils arrivèrent à une section intitulée le projet Henderson, quelque chose changea. Henderson ? Répéta Mason, la voix vibrante. C'est mon nom de famille. Sarah se pencha à son tour, lisant par-dessus son épaule. Le parfum propre de son savon se mêlait à l'odeur poussiéreuse du papier ancien. Thomas Whitmore avait consigné un projet spécial, un atelier sur mesure pour un garçon de 10 ans nommé Michael Henderson, un prodige du travail du bois. Les croquis montraient un atelier miniature, établis ajustés à la taille d'un enfant, outils sur mesure, rangements ingénieux. Et dans la marge, Whitmore avait noté. Ce garçon possède un don naturel, un instinct rare. Il me rappelle moi-même à son âge, mais avec une intuition encore plus pure. Mason trembla légèrement. Michael Henderson, murmura-t-il. C'était mon grand-père. Papa disait toujours qu'il était un menuisier hors pair, mais il est mort quand j'étais tout petit. Sarah sentit un frisson courir le long de sa nuque. Les morceaux du puzzle s'assemblaient. Depuis combien de temps vis-tu ici, demanda-t-elle. Depuis 2 ans, répondit Mason. Après la mort de maman. Papa voulait repartir à zéro. Il disait que cet endroit lui semblait familier, sans trop savoir pourquoi. Ils continuèrent leur lecture, fascinés. Les journaux retraçaient les visites du jeune Michael à l'atelier de Whitmore, les coffrets d'échecs sculptés à la main, les boîtes à bijoux incrustées, les petites tables finement travaillées. Les mots respiraient la fierté et l'affection du maître pour son élève. Puis vint la dernière entrée. Le père du garçon part travailler en ville. Il quitte la région la semaine prochaine. J'ai caché mes outils et mes plans dans le compartiment secret derrière le mur de l'atelier. Un jour, peut-être,
quelqu'un digne de ce savoir les retrouvera. Sarah et Mason échangèrent un long regard. Dans ce silence vibrant, passé et présent se rejoignaient. Tout ce qu'ils avaient découvert, le toit, les lettres, l'héritage, les journaux formaient désormais une seule et même histoire, celle de familles liées par le travail, le courage et la transmission du savoir. Et tandis que la lumière du matin caressait les pages du vieux carnet, Sarah sut qu'ils venaient d'ouvrir bien plus qu'une cachette oubliée, ils avaient ouvert la porte d'une rédemption, celle d'un passé prêt à renaître à travers leurs mains unies. La maison des héritiers. Un jour, si Michael revenait, ou si ses enfants, ou même ses petits-enfants, manifestaient le même don que lui, ils trouveraient tout ce dont ils avaient besoin pour poursuivre la tradition. Mason leva les yeux du vieux journal, ses prunelles humides brillant d'une émotion qu'il ne cherchait même plus à cacher. « Il les a laissés pour moi », murmura-t-il. « Le maître de grand-père Mike les a laissés pour notre famille. » Sarah posa doucement sa main sur son épaule, dans un geste à la fois tendre et grave. « On dirait bien que oui, » répondit-elle d'une voix adoucie. « Mais Mason, regarde, il y a encore autre chose. » Elle désigna une page voisine du journal, un croquis précis de la maison où il se trouvait, accompagné de notes techniques sur la transformation d'une pièce du fond en véritable atelier. « Je crois que Thomas Whitmore avait tout prévu, » chuchota Sarah. Il a planifié ce moment. Le poids de la découverte tomba entre eux, dense et lumineux, comme un pont invisible reliant le passé au présent. Sarah sentit au fond d'elle que la venue de Mason, ce jour pluvieux où il avait frappé à sa porte, n'avait rien d'un hasard. C'était l'aboutissement d'une histoire qui patientait depuis des décennies pour se révéler. « Et maintenant » demanda Mason en refermant précautionneusement le journal. « Qu'est-ce qu'on fait » Sarah esquissa un sourire, sentant dans sa poitrine un élan nouveau, une sorte de feu intérieur qu'elle croyait éteint depuis longtemps. « Maintenant » répondit-elle doucement, « on découvre tout ce que Thomas Whitmore a encore laissé derrière lui. Et peut-être aussi. » Elle jeta un regard circulaire à sa modeste cuisine, soudain baignée d'une lumière différente. On trouve comment honorer son héritage. Au dehors, le bruit régulier d'un marteau s'élevait du jardin d'un voisin. Sarah comprit que leur propre chantier venait à peine de commencer. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit la vieille photographie jaunie qu'il venait de trouver. L'image la frappa de plein fouet. La femme qui y apparaissait avait ses yeux exacts, la même fossette au menton, la même façon fière de tenir les épaules. Mais ce fut l'homme à ses côtés qui fit pousser un cri à Mason. « C'est mon grand-père » souffla-t-il. « C'est bien lui. Je reconnais ce sourire, il est sur toutes nos vieilles photos. » Ils restèrent là, figés, assis sur le plancher du salon de Sarah, entourés des trésors d'un coffret métallique qu'ils avaient mis au jour dans la charpente du toit, des lettres nouées par un ruban passé, un petit écrin de velours, plusieurs photos dispersées autour d'eux comme les fragments d'un puzzle que nul n'avait encore tenté de recomposer. Sarah prit l'une des lettres. Son nom y figurait en lettres fines et élégantes, non pas son nom d'épouse, mais son nom de jeune fille, Miller. Le cachet postal datait de 3 mois avant sa naissance. « Cela n'a aucun sens », murmura-t-elle en décachetant l'enveloppe. « Maman ne m'a jamais parlé de cette maison. Elle disait que j'étais né à Denver, qu'on déménageait souvent à cause du travail de mon père. » Mason se pencha vers elle tandis qu'elle dépliait les feuillets, sur lesquels courait une écriture soignée et vibrante. Sarah commença à lire, sa voix tremblant sur certains mots. « Ma très chère Sarah, si tu lis ces lignes, c'est que tu as retrouvé le chemin de la maison. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû faire le choix que j'ai fait. Ton père, Thomas, et moi nous aimions profondément, mais le monde n'était pas prêt pour notre amour. Sa famille l'a menacé de le renier, et la mienne m'a juré que garder l'enfant signifierait tout perdre. » La respiration de Sarah se coupa net. Elle leva les yeux vers Mason, dont le visage s'illuminait de compréhension. « Thomas, » répéta-t-il lentement. « C'était le nom de mon grand-père. Thomas Chen. » Sarah reprit sa lecture d'une voix presque inaudible. « J'ai caché ces lettres et nos photos là où seul le destin pourrait un jour les retrouver. Thomas ne sait pas encore pour toi. Je n'ai pas eu la force de lui dire. Mais tu dois savoir que tu es né d'un amour pur, même si ce monde n'a pas su lui faire place. » Les lignes suivantes racontaient le déchirement d'une jeune femme contrainte d'abandonner son enfant, convaincue que c'était le seul moyen de lui offrir une vie stable. Elle évoquait son départ, ses espoirs de pardon, et le rêve qu'un jour son amant comprendrait. Mason, les doigts tremblants, attrapa une autre enveloppe. « Celle-ci est pour Thomas, dit-il. L'écriture est différente, plus ferme. C'est celle de mon grand-père.
Il parcourut la lettre, les yeux écarquillés. Il écrit qu'il cherche une certaine Elisabeth Miller. Qu'il sait pour le bébé et qu'il veut le reconnaître. Les larmes ruisselaient sur le visage de Sarah. Enfin, les pièces s'assemblaient, ses parents adoptifs, si discrets sur son passé, les dossiers scellés, les questions sans réponse. Tout prenait sens. Regarde ça, souffla Mason en ouvrant l'écrin de velours. À l'intérieur reposait une simple bague d'or surmontée d'un minuscule diamant, accompagné d'un mot. Pour Elisabeth, quand je la retrouverai. Et pour notre enfant, pour qu'il sache qu'il a toujours été désiré. L'air sembla vibrer autour d'eux. Sarah contemplait la bague, puis Mason, voyant dans son jeune visage un écho bouleversant de ses propres traits. Soudain, tout devint limpide, cette familiarité immédiate entre eux, cette confiance instinctive, cette paix silencieuse qu'elle ressentait en sa présence. Nous sommes de la même famille, dit Mason dans un souffle émerveillé. Tu es ma tante. Sarah éclata d'un rire noyé de larmes, un rire où se mêlaient chagrin et joie. Ton grand-père était mon père, le père que je n'ai jamais connu. Elle prit une autre photo, Thomas, en train de construire la charpente de sa maison. C'est lui qui a bâti cet endroit. Il m'attendait, souffla-t-elle. Mason hocha la tête. Sa mère lui avait parlé de ce mystérieux projet que son grand-père avait mené toute sa vie, cette maison qu'il entretenait sans jamais expliquer pourquoi. Après sa mort, la demeure était restée vide, la famille hésitant sur ce qu'elle représentait vraiment. Maman s'est toujours demandé pourquoi il avait légué la maison à toute la famille au lieu de la lui laisser à elle seule, dit Mason. Maintenant, je crois comprendre. Il espérait qu'Elisabeth, ou leur enfant, finirait par la retrouver. Sarah balaya la pièce du regard. Ce salon, ces murs, ces poutres, tout prenait un sens nouveau. Chaque clou enfoncé par Mason, chaque planche qu'il avait réparée, chaque fuite colmatée était devenue un geste d'union, une offrande inconsciente à leurs racines partagées. Le toit qui les avait réunis abritait, depuis des décennies, les traces d'un amour interdit et d'un deuil silencieux. Et maintenant, que fait-on demanda-t-elle doucement. Mason esquissa un sourire empreint de tendresse, celui-là même qu'elle avait vu sur les photos de Thomas. Je crois qu'on va annoncer à ma mère qu'elle a une sœur. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses de ce qui avait été l'atelier de Robert Chen. De longues ombres s'étiraient sur le sol, caressant les copeaux de bois restés là comme des vestiges de vie. Sarah était agenouillée près d'une vieille caisse en bois, tandis que Mason, silencieux, examinait dans un coin les assemblages précis d'un meuble inachevé. Il y a autre chose ici, murmura Sarah en tirant une enveloppe dissimulée sous les planches. Ses doigts saisirent un carnet relié de cuir, enveloppé dans une toile huilée encore souple malgré les années. La conservation était étonnante, comme si Robert avait su que quelqu'un viendrait un jour le découvrir. Mason leva la tête, intrigué. Quel genre de choses? Sarah ouvrit lentement le journal, les pages jaunies couvertes d'une écriture fine et régulière. Elle lut à voix haute. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le temps est venu pour la vérité de sortir de l'ombre. Mon nom est Robert Chen, et je vis sous un fardeau qui s'alourdit à mesure que les années s'écoulent. Le silence se fit autour d'eux, seulement troublé par le craquement des poutres anciennes. Mason abandonna son meuble et s'approcha, grave et attentif. Je suis arrivé dans cette ville en 1952. On me croyait simple charpentier. En réalité, je fuyais une injustice terrible. Pendant la guerre, j'étais traducteur pour l'armée, chargé d'examiner des documents récupérés sur nos ennemis. Parmi ces papiers, j'ai découvert des preuves accablantes, des crimes de guerre, non pas commis par eux, mais par nos propres hommes. La voix de Sarah se brisa. Le poids de ses mots l'écrasait. Mason posa une main légère sur son bras, l'encourageant à poursuivre. J'ai tenté de signaler mes découvertes, mais les responsables occupaient de hautes fonctions. On m'a accusé de trahison, de sympathie communiste. J'ai dû fuir, n'emportant que les dossiers et les vêtements que je portais. Les pages bruissaient tandis qu'elles tournaient les feuillets. Les marges regorgeaient de croquis techniques, de copies de documents officiels. Mason pencha la tête, incapable de saisir toute la portée de ce qu'il lisait, mais conscient que c'était immense. Il ne se cachait pas pour fuir la honte, murmura Sarah. Il protégeait la vérité. Mason acquiesça. C'est pour ça qu'il avait construit tous ces compartiments secrets. Il ne voulait pas simplement dissimuler son passé, il gardait des preuves, pour le jour où quelqu'un comprendrait. Sarah reprit. J'ai vécu 30 ans ici, à regarder derrière mon épaule, craignant qu'il ne me retrouve.
Pourtant, j'ai trouvé dans ce village quelque chose que je n'attendais plus, un sentiment d'appartenance. Les habitants m'ont accueilli sans poser de questions, et j'ai essayé de leur rendre service à travers mon travail. Elle marqua une pause, émue. Si quelque chose m'arrive avant que je puisse rétablir la vérité, j'espère que celui qui trouvera ces pages comprendra la responsabilité qu'il porte désormais. Sarah referma lentement le journal. Dans la lumière dorée de l'atelier, elle croisa le regard de Mason. Tous deux savaient qu'ils venaient d'hériter d'un devoir qui dépassait leurs propres histoires, le devoir de préserver la mémoire, de réparer l'injustice, et de redonner voix à ceux que le temps avait voulu faire taire. Et pour la première fois, Sarah sentit que leur maison respirait à nouveau. Les documents reposaient sur la table, leurs pages jaunies frémissant sous la brise légère qui passait par la fenêtre entr'ouverte. Sarah posa sa main dessus, comme pour en calmer le souffle. Ces feuilles portaient le poids de décennies de silence, elles contenaient la preuve d'atrocités dissimulées, de vies brisées, d'innocents réduits au silence pour protéger les puissants. La vérité mérite de voir le jour, murmura-t-elle, mais elle doit être maniée avec précaution. Des vies peuvent encore en dépendre. Mason leva vers elle un regard empreint d'une gravité étonnante pour un enfant de 12 ans. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient traversés par les siècles. Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant, demanda-t-il d'une voix à peine audible. Avant que Sarah ne puisse répondre, un craquement de pas sur le perron du vieil atelier les fit sursauter. Par-delà les vitres poussiéreuses, une silhouette approchait, un homme grand, vêtu d'un costume impeccablement taillé, incongru dans ce hameau montagnard. « Cache le journal », souffla Sarah. Mais Mason avait déjà agi. Guidé par l'instinct sûr du petit charpentier qu'il était, il souleva une latte du plancher près de l'établi et y glissa le carnet avant de replacer le bois avec une précision silencieuse. La porte s'ouvrit sans qu'on eût frappé. L'homme entra, imposant, le visage dur, les cheveux d'argent lustrés comme de l'acier poli. Ses yeux froids examinèrent la pièce avec une assurance glaciale. Sarah le reconnut aussitôt, elle avait vu cette figure dans les coupures de journaux qu'ils avaient trouvées. L'un des noms cités dans les dossiers de Robert Chêne. « Madame Martinez », dit-il d'une voix mielleuse, mais chargée d'une menace sous-jacente. « Je crois que vous avez trouvé quelque chose qui m'appartient. » Sarah se redressa lentement, se plaçant instinctivement entre lui et Mason. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Vous êtes sur une propriété privée. » L'homme esquissa un sourire sans chaleur. Inutile de jouer aux innocentes. Robert Chêne était intelligent, mais pas assez. J'attendais depuis longtemps que quelqu'un découvre ces petites cachettes. Mason s'était dissimulé derrière une armoire inachevée. Son souffle était si léger qu'on aurait cru qu'il s'était fondu dans l'ombre. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Tout devenait clair, Robert avait eu raison d'avoir peur. Après toutes ces années, son passé revenait réclamer son dû. Voyez-vous, poursuivit l'intrus en avançant d'un pas, certains secrets doivent rester enfouis. Et ceux qui s'avisent de les exhumer, finissent souvent par disparaître. L'air sembla se contracter. L'atelier rétrécit autour d'eux, saturé d'une tension presque palpable. Les murs eux-mêmes semblaient frémir sous le poids d'un siècle de vérité contenue. Sarah se demanda comment une simple réparation de toit avait pu les conduire à ce moment-là, à la frontière fragile entre justice et danger. Quelques semaines plus tard, le calme était revenu. Le soleil du matin baignait de lumière dorée le chantier du vieux quartier. Sarah, assise sur les marches fraîchement réparées de sa véranda, regardait la camionnette d'une chaîne d'information s'éloigner dans un nuage de poussière. 3 jours d'interviews, de caméras et de questions intrusives prenaient enfin fin. À côté d'elle, Mason rangeait soigneusement ses outils dans la boîte en bois que son grand-père lui avait laissée, celle-là même qui avait déclenché toute cette aventure. Il referma le couvercle d'un geste méthodique. « Tu crois qu'ils vont enfin nous laisser tranquilles ?» demanda-t-il. Sarah sourit. Le garçon qui se tenait là n'était plus tout à fait le même. Il avait grandi, intérieurement surtout, plus sûr de lui, plus calme. Le petit voisin venu réparer un toit s'était mué en compagnon d'enquête, en gardien d'un héritage. « Je l'espère, répondit-elle. Parce que nous avons encore du travail. » Et quel travail? La découverte du coffret et des lettres d'Eleanor Hartwell avait bouleversé bien plus que leur existence personnelle. Le musée historique de la région avait confirmé l'authenticité des documents. Samuel Hartwell, l'architecte visionnaire, n'avait pas seulement conçu la maison de Sarah, mais tout un ensemble d'habitations destinées aux ouvriers de l'ancienne filature. Les plans retrouvés dans ces murs étaient les seules copies survivantes de son œuvre, un trésor architectural et social.
Plus stupéfiant encore, les actes notariés prouvaient que Hartwell avait acheté les terrains lui-même. Les projets récents de promoteurs invoquant le droit d'expropriation perdaient toute légitimité, les maisons appartenaient de plein droit à leurs habitants. 13 foyers sauvés. 13 fragments d'histoire préservés. Mais, au-delà du juridique, c'était une renaissance intime. Madame Chen a appelé ce matin, annonça Sarah, les yeux brillants. Le Smithsonian veut financer la restauration complète des 13 maisons. Ils appellent ça le projet Hartwell Village. Les yeux de Mason s'agrandirent. Toutes les maisons? Même celle de Madame Rodriguez, avec la fondation affaissée? Surtout celle-là, répondit Sarah en riant. C'est apparemment la mieux conservée, grâce à une innovation de Samuel sur la structure du sol. Ce qu'on croyait être un défaut, était en réalité un chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle éclata de rire, l'ironie du destin lui semblait merveilleuse. Ces vieilles maisons fatiguées se révélaient des joyaux d'avant-garde. À cet instant, un grondement familier monta de la rue. Le vieux pick-up de Jake s'arrêta dans l'allée. Depuis des semaines, il avait été là à chaque étape, apaisant les curieux, aidant à organiser les équipes, apportant du café et du réconfort quand tout semblait s'effondrer. « Bonjour », lança-t-il gaiement en descendant du véhicule, 2 gobelets fumants et un petit paquet dans les bras. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu de carburant pour prendre votre grande décision. » Mason leva la tête, intrigué. « Quelle décision ?» Sarah prit le café, reconnaissante. Ce matin-là, elle devait répondre à l'offre du musée. Le Smithsonian finançait non seulement la restauration, mais aussi un poste de coordination, quelqu'un devait superviser les travaux, documenter chaque détail, transmettre le savoir. Ils veulent que je dirige le projet, expliqua-t-elle. Cela veut dire travailler avec des architectes, des historiens, des artisans, veiller à ce que tout soit fidèle à l'original. C'est parfait pour toi, s'exclama Mason. Tu connais ces maisons mieux que personne. Jake hocha la tête. Le gamin a raison. Tu es devenue une experte de l'œuvre de Samuel Hartwell. Sarah baissa les yeux vers ses mains calleuses. Une part d'elle brûlait d'envie d'accepter. L'autre doutait encore. Je n'ai aucune formation en restauration historique, murmura-t-elle. Et si je faisais une erreur? Jake lui tendit le petit paquet enveloppé de papier craft. Et si tu ne faisais pas d'erreur? Elle défit la ficelle, et un carnet en cuir apparut, sobre et élégant. Sur la couverture, en lettres dorées, on pouvait lire « Projet Hartwell Village Sarah Mitchell, coordinatrice ». Jake, c'est magnifique. Pas de mais, l'interrompit-il doucement. Tu as trouvé les documents. Tu en as compris l'importance. Tu as protégé ces maisons quand tout le monde voulait les démolir. Si quelqu'un mérite de raconter leur histoire, c'est toi. Mason se leva d'un bond. Et moi, je pourrais t'aider. J'ai appris les techniques de Samuel. Je m'entraîne à reproduire ces assemblages. Sarah contempla leur visage plein d'espoir. Une chaleur nouvelle se répandit dans sa poitrine. Pendant des années, elle n'avait cherché qu'à survivre, à garder la tête hors de l'eau. Pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité de construire, d'inscrire quelque chose de durable dans le monde. Jake reprit. Madame Chen a aussi parlé d'un poste d'apprenti charpentier pour enseigner les techniques traditionnelles. Quelqu'un de jeune, mais déjà talentueux. Mason le fixa, bouche bée. Tu veux dire, moi? Je veux dire toi, confirma Jake avec un sourire. Formation complète, rémunérée, en restauration du patrimoine. Sarah regarda autour d'elle. Les maisons, baignées de lumière, semblaient respirer. Ce n'étaient plus des bâtisses fatiguées, mais des témoins vivants d'un idéal, celui d'un homme qui croyait que la beauté appartenait aussi aux travailleurs. Samuel Hartwell avait voulu bâtir un monde plus juste, et son rêve renaissait ici, entre leurs mains. Elle pensa alors, les plus petits gestes de bonté créent les plus grands miracles. Quelques mois plus tard, la lumière du matin traversait les vitraux du tribunal. Sarah, assise sur un banc en bois, ajustait pour la 3e fois le col de la chemise de Mason. Le garçon, nerveux, triturait le bord de son chapeau. De l'autre côté du couloir, les Anderson attendaient, accompagnés de leur avocate. Margaret, les yeux rougis, semblait à la fois brisée et déterminée. Ces dernières semaines avaient été un tourbillon, tests ADN, dossiers familiaux, révélations bouleversantes. Les lettres découvertes dans le toit avaient livré un secret inattendu, le grand-père de Mason, Thomas Wright,
n'était autre que le père disparu de Margaret. Les analyses génétiques avaient confirmé leur lien de sang, Mason était le petit-neveu de cette femme endeuillée. Sarah avait d'abord craint le pire, que Margaret, mue par la douleur, réclame la garde de l'enfant. Mais au lieu de cela, la femme avait surpris tout le monde. Elle ne voulait pas séparer Mason de celle qu'il avait recueillie, elle souhaitait simplement le connaître, partager avec lui les histoires d'une famille qu'il n'avait jamais eue. Une voix résonna dans le couloir. « Madame Chen, le juge Morrison est prêt à vous recevoir. » Sarah inspira profondément. En entrant dans la salle d'audience, elle croisa le regard de Margaret, il n'y avait plus ni colère ni rancune, seulement la reconnaissance d'une souffrance partagée. Le juge Morrison, une femme aux cheveux argentés, feuilleta le dossier avec une lenteur solennelle. « Cette affaire est inhabituelle, déclara-t-elle d'une voix grave. Nous avons ici un garçon de 12 ans, placé en famille d'accueil, une mère adoptive qui lui a offert stabilité et amour, et une parente biologique qui vient tout juste de découvrir son existence. » Elle marqua une pause, observant tour à tour Mason, Sarah et Margaret. « Mais parfois, ajouta-t-elle doucement, les familles ne se construisent pas seulement par le sang. Elles se forment par les choix que nous faisons, par l'amour que nous donnons. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Mason lui prit la main, ses doigts petits mais sûrs. Dehors, les cloches du tribunal sonnèrent l'heure. Leur vie venait de tourner une nouvelle page non plus sous le poids du passé, mais dans la promesse lumineuse d'un avenir à bâtir ensemble. Mason tendit la main vers celle de Sarah. Ses doigts, encore jeunes mais déjà durcis par le travail du bois, s'entrelacèrent aux siens avec une douceur qui trahissait toute la tendresse qu'il éprouvait. Un mois s'était écoulé depuis la découverte qui avait bouleversé leur vie, et leur lien n'avait cessé de se renforcer. Sarah l'avait accompagné dans l'apprentissage douloureux de son histoire familiale, tandis que Mason, lui, révélait une sagesse précoce, une maturité née de la perte et du courage. Margaret, de son côté, avait fait preuve d'une bienveillance inattendue. Elle avait raconté à Sarah les talents presque légendaires de Thomas, le grand-père de Mason, un maître charpentier dont les créations, disait-elle, semblaient posséder une âme. Les albums qu'elle avait apportés regorgeaient de photographies jaunies, des meubles finement sculptés, des maisons érigées avec une précision d'artiste. Dans chaque image, on devinait la patience et la passion qui coulaient désormais dans les veines du jeune garçon. Mais le geste le plus bouleversant de Margaret fut son soutien sans réserve à la demande d'adoption. Elle voulait être une tante aimante, sans jamais s'interposer dans l'amour profond qu'il y ait déjà Sarah et Mason. Ce matin-là, dans la salle d'audience, l'atmosphère était chargée d'émotions contenues. « Mason, dit le juge Morrison en se penchant vers lui, tu es assez grand pour exprimer ton avis. Que veux-tu, mon garçon ?» Le silence s'étira avant que Mason ne se lève, le dos droit, la voix ferme et claire. « Votre honneur, je veux que Sarah devienne ma mère. Elle m'a protégé, cru en moi, et m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une histoire d'amour, de fidélité, de présence. » Il inspira profondément avant de poursuivre. « Mais je veux aussi connaître tante Margaret, et apprendre à mieux comprendre mon grand-père Thomas. Sarah m'a montré que nos cœurs sont faits pour aimer plusieurs personnes à la fois. » Sarah sentit ses yeux se remplir de larmes. Devant elle se tenait cet enfant qui n'en était plus vraiment un garçon façonné par la douleur et la découverte, devenu capable de formuler avec tant de grâce ce que d'autres peinent à comprendre toute une vie. Le juge acquiesça doucement, visiblement ému. « Madame Chen, dit-elle en feuilletant son dossier, vos rapports d'accompagnement sont exemplaires. Mason a fait des progrès remarquables, ses notes se sont envolées, il s'est fait des amis sincères, et d'après son psychologue, il s'épanouit pleinement. De plus, son talent de menuisier a suscité l'intérêt de plusieurs artisans locaux prêts à lui offrir un apprentissage. » Margaret se leva à son tour, sa voix tremblante mais assurée. « Votre honneur, j'appuie entièrement cette adoption. Sarah a donné à Mason ce que je n'aurais pu lui offrir, l'amour constant d'un parent, chaque jour, à chaque instant. Je suis reconnaissante d'avoir ma place comme grande-tante, mais son foyer, c'est auprès d'elle. » Un sourire rare illumina alors le visage du juge Morrison. Tout indique que cette adoption est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Le tribunal l'accorde. Madame Sarah Chen, vous êtes désormais la mère légale de Mason Reed. Le bruit sec du marteau résonna dans la salle, répercutant dans l'âme de Sarah une onde de joie si intense qu'elle en perdit la respiration. Mason se jeta dans ses bras. Elle le serra fort, ancrant ce moment dans sa mémoire pour toujours. Autour d'eux, les murmures d'émotion emplirent la pièce, Margaret essuyant ses larmes, l'avocate souriant avec fierté,
la travailleuse sociale hochant la tête d'un air satisfait. Lorsqu'ils franchirent les portes du tribunal, la lumière du jour les enveloppa d'une chaleur nouvelle. Sarah se remémora le chemin parcouru, tout avait commencé avec une simple fuite dans son toit, et un garçon au grand cœur venu offrir son aide. 12 mois plus tard, ils sortaient de ce même tribunal comme une véritable famille, unie non seulement par l'amour, mais par l'héritage vivant d'une lignée réhabilitée. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers la fenêtre de la cuisine. Mason, assis sur le lit, pliait soigneusement ses vêtements dans un sac de voyage neuf. Sarah l'observait, le cœur partagé entre la fierté et une douce tristesse. Dans 3 heures, il s'envolerait pour la Californie, où l'attendait sa grand-mère. « Tu n'as pas besoin de tout emporter », murmura-t-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Cette maison restera toujours la tienne. » Mason releva la tête. Ses yeux reflétaient un tourbillon d'émotions semblable au sien. Et si elle ne m'aimait pas? Et si je ne trouvais pas ma place là-bas? Sarah s'assit à côté de lui et l'enlaça doucement. Mason Reed, tu es impossible à ne pas aimer. Ta grand-mère attend ce moment depuis 70 ans. Tu ne vas pas seulement trouver ta place, tu vas réparer quelque chose qui était brisé depuis trop longtemps. Les 2 semaines précédentes avaient été un tourbillon de démarches légales, d'appels et de conversations pleines de larmes et d'espoir. Margaret Chen avait fondu en sanglots lors de leur première visioconférence, effleurant l'écran du bout des doigts comme si elle pouvait toucher le visage du petit-fils de son fils disparu. L'héritage qu'elle lui léguait était conséquent, de quoi financer son avenir, ses études, ses rêves. Mais au fond, l'argent n'était rien face à ce qu'il avait réellement gagné, un sentiment d'appartenance, une racine retrouvée. Margaret leur avait montré d'anciennes photos, James Chen, jeune homme souriant devant son atelier, entouré de meubles élégants façonnés de ses mains. On retrouvait dans le regard de Mason la même lumière concentrée, la même précision instinctive. « Et si j'oubliais » demanda Mason d'une petite voix. « Si j'oubliais comment aller à la quincaillerie? Ou quel plancher grince? Ou comment tu prends ton café ?» Sarah rit à travers ses larmes. « De sucre, pas de crème. Et tu sais très bien que tu me l'as appris mieux que personne. Et puis tu ne pars pas pour toujours, mon cœur. C'est une visite. Ensuite, on décidera ensemble de ce qui sera le mieux pour tout le monde. » Des bruits de portière retentirent dehors. Sarah se leva, le cœur battant. Par la fenêtre, elle aperçut le détective Morrison, suivi de Madame Patterson et de plusieurs voisins. En un instant, la maison se remplit d'une agitation bienveillante. Madame Patterson arriva la première, un plateau de cookies encore tièdes dans les mains. Morrison portait un paquet soigneusement emballé. Bientôt, une dizaine de voisins s'étaient rassemblés, chacun apportant un petit cadeau, un mot d'adieu, un sourire attendri. « Ce jeune homme m'a réparé ma clôture le mois dernier », déclara M. Kowalski d'une voix émue. « Et il a refusé qu'on le paie. Tu reviendras nous voir, hein, fiston ?» lança une autre voix. Morrison s'avança à son tour. « Mason, cette affaire, ta famille, tout ce qu'on a découvert ensemble, ça m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. Pas seulement pour résoudre des crimes, mais pour aider les gens à retrouver leur chemin. » Il lui tendit le paquet. « Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais que tu l'aies. » Mason défit lentement l'emballage. À l'intérieur, un cadre photo révélait une image sépia de la vieille maison Hartwell, telle qu'elle se dressait en 1952. À côté, un homme se tenait fièrement devant un atelier de menuiserie, son grand-père, James Chen. « Je l'ai trouvé dans les archives de la Société historique », expliqua Morrison. « J'ai pensé que tu aimerais savoir d'où viennent ces mains si douées. » Un silence respectueux envahit la pièce. Mason observa longuement la photo, ses doigts glissant sur le verre, comme pour ressentir la présence de l'homme dont il portait l'héritage. Sarah vit dans ses yeux l'instant précis où tout s'alignait, son passé, son présent, et la trace qu'il laisserait à son tour. « Je croyais que j'étais personne », murmura-t-il enfin. « Juste un gamin que personne ne voulait. » Il leva la tête, le regard clair et assuré. « Mais avant même de connaître mon grand-père ou cet héritage, vous m'avez tous fait sentir que j'étais quelqu'un. Et c'est ça que je garderai le plus fort dans mon cœur. » Madame Patterson sortit un mouchoir, émue. « Tu auras toujours une place ici, mon garçon. Ce quartier est meilleur depuis que tu en fais partie. » Peu à peu, les voisins s'éclipsèrent, laissant la maison dans un calme doux et réconfortant. Sarah resta là, observant Mason fermer son sac de voyage avec une assurance nouvelle.
Le garçon craintif et solitaire qui avait frappé à sa porte 2 mois plus tôt avait disparu. À sa place se tenait un jeune homme qui savait désormais qu'il avait de la valeur. Il n'emportait pas seulement quelques vêtements, mais tout un monde de souvenirs, l'amour d'une mère, la bienveillance d'une communauté, le savoir-faire de générations passées. Il partait avec la certitude d'avoir trouvé sa place dans ce vaste monde. Le soleil du matin entrait à flot par la verrière que Mason avait lui-même installée dans la cuisine, projetant sur les murs des éclats de lumière colorée. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient mis au jour l'héritage caché de son grand-père. La vieille maison victorienne, jadis fatiguée et sombre, rayonnait désormais de vie. Sarah, penchée sur le plan de travail, examinait les derniers croquis du Centre pour la jeunesse Mason Sullivan. Le nom résonnait comme un symbole, un hommage double, à l'enfant qui avait transformé sa vie et à l'aïeul dont la mémoire vivait à nouveau à travers lui. Elle sourit, songeuse. La boucle était bouclée, d'une fuite dans un toit était née une famille, d'une blessure ancienne avait surgi une lignée réconciliée. Et dans ce matin clair, Sarah sut avec certitude que le plus bel héritage qu'ils avaient bâti n'était pas fait de bois ni de fortune, mais de cœur réparé. L'argent de l'assurance obtenu après la confession d'Harold, additionné à la vente des propriétés qu'il avait acquises frauduleusement, avait permis de financer largement la construction du centre communautaire dont il rêvait depuis si longtemps. Les entrepreneurs demandent des précisions sur les spécifications de l'atelier, annonça Mason depuis la salle à manger, penché sur l'écran de son ordinateur portable, en visioconférence avec l'équipe d'architectes. À 13 ans désormais, il avait grandi de quelques centimètres et rayonnait d'une assurance tranquille. Ses gestes précis, sa voix claire et posée reflétaient la maturité précoce d'un garçon façonné par l'effort et la bonté. Pourtant, il conservait cette douceur sincère qui, autrefois, l'avait poussé à venir en aide à une inconnue sous la pluie. « Dis-leur que nous voulons de la lumière naturelle dans chaque espace de travail, » répondit Sarah en s'approchant de la table. « Et assure-toi que les rangements à outils soient accessibles aux enfants de toute taille. » Mason acquiesça et transmit les consignes avec le sérieux d'un professionnel aguerri, impressionnant tous ceux qui collaboraient avec lui. Le centre ne proposerait pas seulement des ateliers de menuiserie, mais aussi des programmes pratiques ouverts à tous, plomberie, électricité, jardinage, cuisine. Sarah y tenait particulièrement, elle voulait que chaque enfant ait la chance de découvrir un talent caché, une étincelle qui pourrait transformer son avenir. Un coup frappé à la porte d'entrée interrompit leur réunion. À travers les vitraux restaurés et ceux que Mason avait lui-même patiemment réparés, Sarah aperçut le détective Rodriguez sur le perron, tenant dans ses mains une boîte en bois sombre. « Madame Chen, Mason, » dit-il avec un sourire chaleureux lorsque Sarah ouvrit la porte. « J'ai quelque chose qui vous appartient. » La boîte qu'il portait était un chef-d'œuvre d'ébénisterie, façonné dans du noyer poli, avec des assemblages en queue d'aronde d'une précision remarquable. Mason sentit son cœur se serrer, il reconnut immédiatement le style de son grand-père. « Nous avons trouvé ceci dans le coffre-fort d'Harold, » expliqua Rodriguez. D'après sa dernière déclaration, votre grand-père l'avait fabriqué pour ses futurs petits-enfants. Harold l'a gardé toutes ces années, mais il voulait s'assurer qu'elle vous revienne aujourd'hui. Mason prit la boîte d'une main tremblante et souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, soigneusement disposé sur un velours sombre, reposait un ensemble complet d'outils à main, ciseaux à bois, rabots, instruments de mesure, chacun portant la marque discrète mais reconnaissable entre toutes de Samuel Sullivan. Cependant, ce fut la lettre glissée dans le couvercle qui coupa le souffle à Sarah. Le papier jauni par le temps frémissait entre les doigts du garçon lorsqu'il le déplia avec précaution. Sa voix trembla légèrement en lisant à haute voix. « À mon petit-fils, dont les mains poursuivront ce que les miennes ont commencé. Ces outils ont transformé des rêves en réalité. Puissent-ils te servir aussi fidèlement qu'ils m'ont servi. Construis avec amour, crée avec intention. Et souviens-toi que les plus grandes structures ne sont pas celles que l'on élève de bois ou de pierre, mais celles que l'on tisse entre les âmes. Ton grand-père, Samuel Sullivan. » Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues de Sarah tandis que Mason sortait un petit rabot de la boîte. Ses doigts suivaient le manche lissé par les années, le même que son grand-père avait autrefois tenu entre ses paumes robustes. « Il y a autre chose, » ajouta doucement Rodriguez. Le conseil municipal a voté à l'unanimité pour renommer Sullivan Street en l'honneur de votre grand-père. L'inauguration du panneau aura lieu lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le mois prochain. Lorsque le détective s'éloigna, la maison retrouva son calme familier. Mason descendit dans l'atelier du sous-sol, celui qu'ils avaient construit ensemble, et s'assit à son établi. Il prit chaque outil un à un, les observant avec une vénération silencieuse,
comme s'il tenait entre ses mains le prolongement même d'une lignée de cœur et de savoir-faire. De la porte, Sarah le regardait. Le garçon semblait parfaitement à sa place dans cet espace, la lumière douce du néon dessinait des reflets dorés sur ses cheveux, ses mains glissaient naturellement sur le bois, prolongeant le geste ancestral de son grand-père. Il savait, murmura Mason sans lever les yeux, testant le fil du ciseau sur un morceau de bois brut. D'une façon ou d'une autre, il savait que j'aurais besoin de tout cela. L'amour a cette capacité-là, répondit Sarah en s'asseyant à côté de lui sur le banc qu'ils avaient construit selon les plans originaux de Samuel. Il traverse le temps, il défie la mort. L'amour de ton grand-père existait bien avant ta naissance. C'est pour cela que son héritage a survécu, même quand d'autres ont tenté de l'effacer. Mason hocha lentement la tête. Puis, avec une tendresse inattendue, il prit la main de Sarah. Je suis content d'avoir frappé à ta porte, ce jour-là. Même si tout cela a apporté son lot de chaos et de mystère. Sarah sourit, émue. Tu sais quoi? Je le suis aussi. Et puis, ajouta-t-il en riant, chaque bonne histoire d'aventure a besoin d'un peu de chaos, non? Ils restèrent ainsi, assis côte à côte dans l'atelier, entourés des outils et des rêves de 3 générations. Le silence qui les enveloppait n'était pas vide, mais vibrant, chargé de mémoire, de gratitude et d'une paix nouvelle. Sarah laissa son regard errer sur les étagères, les établis, les plans punaisés au mur, chaque objet racontait une histoire de persévérance et d'amour. Elle repensa à la première fois où ce garçon avait franchi son seuil, trempé par la pluie, une boîte à outils rouillée à la main et une étincelle de courage dans les yeux. Rien, alors, ne laissait présager que cette rencontre fortuite allait transformer non seulement sa maison, mais toute sa vie. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement de réparer un toit, Mason avait, sans le savoir, réparé quelque chose de bien plus profond, la confiance, la foi, la possibilité de croire encore aux liens humains. Et aujourd'hui, dans ce même atelier, il poursuivait l'œuvre commencée par ses ancêtres, bâtir non pas seulement en bois, mais en espoir. Sarah sentit une chaleur l'envahir. Ce qu'ils avaient accompli ensemble dépassait tout ce qu'elle avait osé imaginer, non seulement ils avaient résolu un mystère vieux de plusieurs décennies et redonné justice à un nom injustement sali, mais ils avaient surtout bâti une famille née d'un simple geste de compassion. Dehors, le soleil déclinait derrière les collines, projetant des rayons d'or à travers les vitraux colorés. La lumière dansait sur les murs, caressant les visages des 2 bâtisseurs d'une lueur presque sacrée. Mason leva les yeux vers Sarah, un sourire tranquille aux lèvres. On devrait peut-être ajouter une plaque à l'entrée du centre, dit-il après un moment. Quelque chose qui dise, construit avec amour. Sarah éclata de rire, essuyant une larme. Parfait, répondit-elle. C'est exactement ça. Et dans ce rire partagé, dans ce regard complice, tout le poids des années s'effaça. Ce n'était plus l'histoire d'une veuve solitaire ni celle d'un orphelin cherchant ses racines, c'était celle d'une renaissance. Au-dessus d'eux, suspendus aux poutres, les outils de Samuel scintillaient faiblement, comme s'ils approuvaient silencieusement le passage du flambeau. Le bois, le métal, le verre, la lumière, tout semblait unir passé et présent dans une même harmonie. Sarah comprit alors que le véritable héritage n'était pas matériel. Ce n'était ni la maison restaurée, ni même le centre communautaire en construction. L'héritage, c'était ce lien invisible entre les âmes, cette volonté partagée de réparer, de bâtir, de transmettre. Et tandis que la nuit tombait lentement sur Millbrook, le bruit régulier du rabot de Mason se mêla au murmure du vent. Chaque copeau tombait au sol comme une prière silencieuse pour ceux qui les avaient précédés, pour ceux qui viendraient après. Ce soir-là, Sarah sut avec certitude que leur histoire n'était pas une fin, mais un commencement, celui d'une lignée nouvelle, fondée non sur le sang, mais sur la bienveillance, la foi et la beauté simple de construire ensemble quelque chose de vrai.